Et Max Commensal donc, me signe un contrat de 4 ans en m'incluant dans le teamer, en me disant « je t'emmène jusqu'à tes années élites ». Tout ça se passe, et j'ai des frissons d'en parler, tout ça se passe en 5 mois. Hein. Tout le monde essaye d'exister et tout le monde veut être premier. Par contre, pas tout le monde est prêt à assumer le statut, l'engagement, la pression et le travail que ça représente des fois. Je veux dire, tu passes d'un Sun développé par Olivier Bossard à un Kona développé par Paddy qui fait des sauts de 10 mètres de haut mais qui a aucune idée de ce que c'est la vitesse. Tu te retrouves avec une machine qui est complètement déconnante. Et d'ailleurs, en 2001, je gagne pour 0.01 à Grouse Mountain devant Chris Kovarik qui roule en baggy et moi en skin suit. Donc le mec, il a loupé une Coupe du Monde, une victoire de Coupe du Monde, sûrement la seule de sa carrière qu'il aurait pu, parce qu'il a pas mis la combinaison adaptée. Quand on va en wind tunnel, on voit qu'il y a du temps à gagner et qu'aujourd'hui, quand une course de Coupe du Monde se joue sur 4 minutes à 0.06, donc à 6 centièmes de seconde, tout le monde veut être du bon côté du centième et pas du mauvais. Bonjour, je m'appelle Antoine Taillefer et vous êtes les bienvenus dans En roue libre. En roue libre, c'est l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Dans En roue libre, je reçois des invités inspirants, des athlètes, des champions, des entrepreneurs et des ingénieurs d'hier et d'aujourd'hui pour un échange approfondi afin qu'ils nous partagent leur histoire, leur expertise, leurs conseils et fassent grandir votre passion du vélo. Fabien Barel a grandi dans la même rue que Nicolas Vouilloz à Peille, dans l'arrière-pays niçois. Et certains disent même qu'il y avait quelque chose dans l'eau du village. Pendant cet épisode, vous découvrirez qu'il y avait bien plus que ça. Fabien Barel est ancien pilote professionnel de VTT de descente et aujourd'hui consultant pour des marques dans l'industrie du vélo. Quand on regarde sa carrière et sa longévité dans le sport et l'industrie, on se demande d'où lui vient cette énergie. Car le parcours de Fabien a été jalonné d'obstacles, de victoires incroyables, de coups d'éclat et de blessures dont personne ne pensait qu'il allait pouvoir revenir. Et pourtant, c'était sans compter sur un mental d'acier qu'il s'est forgé au fil du temps, au contact de grands champions et d'expériences qui l'ont challengé et qui lui ont permis de développer la hargne qui le caractérise, cette capacité à ne rien lâcher même face aux plus grandes épreuves. Cet état d'esprit, il le transmet aujourd'hui aux pilotes de son team, mais également à d'autres qui ont dû faire face à des épreuves proches de la sienne, comme Yanis Pelé. Dans cet épisode, attendez-vous à découvrir quelles ont été les inspirations qui ont nourri sa passion pour le VTT, un autre regard sur l'intérieur du Team Sun de l'époque, son aventure américaine chez GT, aux côtés de Steve Pitt et Eric Carter, tous les détails de la préparation et du run victorieux aux mondiaux d'Egey en 2004, comment il a remis le couvert l'année suivante à Livigno, d'où lui vient sa passion pour la préparation mentale, comment il a accompagné Yanis Pelé dans son combat pour remarcher, son rôle de manager chez Canyon, quelques belles leçons de vie et bien plus encore. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Fabien Barel. Bon Fab, 30 ans de carrière dans le vélo, mais 50 fractures aussi. Qu'est-ce qui te pousse encore à avancer, à être là, à être dans le milieu, dans l'univers du vélo? La passion. La passion et la passion du sport et la passion de la compétition et ce qui me permet d'avancer au quotidien et ma motivation permanente que j'ai encore aujourd'hui. J'ai fait ma première course de VTT en 1994 en venant du vélo trial avant ça, en ayant essayé le cross-country auquel je me suis pas du tout identifié et en atterrissant dans la descente au milieu des rochers de Peille dans l'arrière-pays niçois. Et depuis ce jour-là, j'ai découvert l'alchimie qu'il pouvait y avoir entre deux éléments qui étaient très importants à mes yeux. Le premier est la nature, dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'ai joué toute mon enfance. Et le deuxième qui était l'adrénaline, la compétition, le chrono, la performance, qui étaient les racines de mon ADN propre. Et du coup, j'ai trouvé dans le VTT descente l'alchimie parfaite et mon bonheur quotidien en tous les cas. Mais t'as trouvé dans le VTT de descente tout ça, mais le VTT de descente t'as aussi un peu trouvé, quoi. Oui, les choses se sont créées de manière, tu sais, on dit toujours que les choses c'est un peu un puzzle. Les choses se sont créées de manière totalement organique parce que Nico Vouilloz, que tu connais très bien, était le meilleur ami de mon frère. Mon frère s'est lancé dans la moto-trial, courait en équipe de France de moto-trial. Nico était parti dans le VTT, notamment dans le VTT descente et dans le développement entre guillemets naturel local, on avait tracé la descente de Peille, laquelle forcément
forcément, on avait envie de se frotter. Et puis voilà, les prémices sont venues sur ces pistes-là, avec l'inspiration, entre guillemets, iconique de Nico, qui nous avait montré un gros schéma. Et puis au-delà de Nico, l'aspect communautaire azuréen qui était déjà incroyable à l'époque, avec un côté très pionnier du VTT en général. Ouais. Alors, j'aimerais comprendre un peu justement ça, parce que on en parle, on dit qu'à Peille, il y a un truc dans l'eau. Ouais, ça a été dit. Ouais. Parce que c'est vrai que dans la même rue, il y a Nico, il y a toi, il y a aussi Nico Filippi. Exact. Et Johan Barelli. Et Johan Barelli. On était tous les 4 dans la même rue, donc ça fait 30, si je dis pas de bêtises, 32 ou 33 titres de champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Dans une rue d'un village qui a 1200 habitants, si je dis pas de bêtises. C'est fou. Et alors, on parle de l'influence. On en a parlé avec Max, avec Olivier Bossard, avec Loïc aussi. Oui. Quelle part a l'influence des pilotes ou des aînés un petit peu sur... Tu vois, ok, t'as envie d'imiter, t'as envie d'être comme lui, t'as envie de faire pareil. Est-ce que c'est ça qui explique le dynamisme, finalement, de Pour moi, il y a une influence majeure, c'est qu'on est toujours l'idée par nos exemples. C'est-à-dire que dans un environnement X ou Y, à partir du moment où tu vois la personne qui est avant toi, d'une génération avant toi, faire quelque chose et que cette personne arrive à exister au travers de ces choses-là, ça crée une inspiration. C'est vrai dans tous les milieux. C'est vrai avec un père vis-à-vis de son fils. C'est vrai dans l'industrie. C'est vrai dans le sport, bien évidemment. Donc, du coup, si tu veux, c'est ce côté mentor que tu peux avoir de quelqu'un que tu admires va forcément créer et drainer derrière des influences. Ça a été le cas dans le VTT azuréen, c'est parti de Peille. Ça s'est élargi à la Côte d'Azur. On le retrouve à Cagnes-sur-Mer avec le club de Cagnes-sur-Mer avec JP Bruni, Loïc Bruni, Loris Vergier, Thibaut Daprella et j'en passe. On le retrouve au club de Levens avec un Florian Nicolaï, Alex Cure, même Dim Tordo qui était aussi là-bas. Donc, si tu veux, il y a toute une influence azuréenne qui s'est drainée, nationale derrière, qui est avec les Pirons, avec tous les gens qui sont arrivés derrière. Donc, si tu veux, toute cette exemplarité qu'il y a eu, chacun met sa petite pierre à l'édifice pour arriver à inspirer d'autres qui créent forcément auprès des jeunes une motivation et une envie de progresser qui ont toujours un temps d'avance. Parce qu'en fin de compte, ils vont toujours commencer plus tôt que nous. Moi, j'ai commencé le VTT, j'avais 13 ans. J'ai touché mon premier VTT, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, les gamins, ils commencent à rouler en VTT. Mon gamin, il a commencé, il avait 4 ans. Donc, si tu veux, c'est vraiment que y a un temps d'avance qui se fait sur l'aspect générationnel, sur les tendances, sur les manières de rouler. Les terrains et les infrastructures ont une partie prenante très importante. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, pourquoi le VTT azuréen a été si fort dans les années 80, 90 et 2000 ? Parce qu'on avait un réseau de sentiers qui était absolument incroyable. Ce réseau de sentiers, est-ce qu'il va être aujourd'hui adapté aux 10 prochaines, sachant que les pistes sont de plus en plus bike park, avec des vitesses moyennes qui sont passées de 30 à 36 et même 40. Donc, si tu veux, toute cette évolution-là fait que est-ce qu'on sera encore demain à la page ? Donc, cette exemplarité qu'on évoquait là, elle est très importante et c'est ce qui m'a amené à me mettre au VTT et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un Loïc Bruni est là où il est aussi. Ouais. Et alors, à l'époque, un Nico Vouilloz, qu'est-ce qui te marque le plus chez lui ? Il avait donc 4 ans d'avance. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie chez lui de faire la même chose en fait finalement ? Alors pour être très très honnête avec toi, c'est pas du tout la manière dont Nico approchait les courses parce que en fait il y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Tu avais les magazines. Et moi, je suis honnête avec toi, je lisais pas les magazines. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais du vélo. Donc, en fait, j'étais pas vraiment au courant de ce que faisait Nico. Je savais les titres. Tu vois, on avait ce qu'on appelait le Nice Matin, qui était le journal local. Tu avais les infos. Nico, on le voyait plus du tout. Il était dans son mode Nico. Donc, même si on était voisins, on le voyait plus du tout. Donc, si tu veux, c'était très difficile de suivre. Aujourd'hui, ça peut paraître aberrant parce qu'à peine quelqu'un fait quelque chose, tu le vois à l'instant sur le téléphone. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, si tu veux, il n'y avait pas ce côté vraiment suivi de ce qu'il faisait course par course. On avait du mal, même, je ne savais même pas quelle course il faisait et quelle course il gagnait. Par contre, l'aspect communautaire qu'on évoquait tout à l'heure, quand on a organisé la première descente de Peille, quand il y a eu la première Coupe du Monde de Cap d'Aille, et qui était donc à côté de la maison sur la tête de chien, voilà, tout ça, ça a été des moments clés où je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Et forcément, Nico était là. Et dès que je me suis vraiment mis dans la partie en 1995, donc j'avais 15 ans, j'étais cadet, j'avais la possibilité de faire mes premières courses, c'est là que j'ai vraiment pris la dimension
de ce que Nico était devenu et de l'inspiration qu'il pouvait être pour nous tous. Ouais. Et alors, toi, comment ça a démarré véritablement la carrière parce que je crois que tu as eu la chance d'être pro depuis le début, très jeune. Tout à fait. C'est quoi le tout début, enfin le tout début de la carrière? Le tout début, il est lié à cette descente de paye, comme je t'ai évoqué, où je fais un super chrono avec un vélo quasiment d'origine ou stock qu'on achetait dans un magasin. C'était un super V2000, un Cannondale avec une tête choc dans la fourche. Donc déjà, c'était un vélo prime. Hein. Déjà, voilà. Et en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, c'est que j'ai pu me payer ce vélo-là parce que mon frère a arrêté la moto trial, a arrêté le sport de haut niveau pour les études. Et le jour où il a vendu cette moto trial que mes parents lui avaient acheté, mon frère a dit, je veux que cet argent, quand on le vende, serve à acheter un vélo à Fabien pour que Fabien, maintenant, il fasse son sport. Et donc, avec cet argent-là, j'étais allé dans un magasin qui s'appelait Pro Bike Shop à l'époque, qui était un magasin Sun. Tu comprendras pourquoi après dans l'histoire. J'achète ce vélo donc grâce à mon frère et je commence à courir à paye. Et bon, les head shocks, elles avaient des cartouches hydrauliques dans le head tube. À chaque fois qu'on faisait une descente, paye, c'est un chaos de rochers, si tu veux. Je me prenais les cartouches hydrauliques dans la gueule. Elles faisaient que casser. C'était une catastrophe. Donc, si tu veux, elle faisait que exploser. Donc, on avait vachement de mal. On avait réussi à sortir un run de course correct. Et comme le club était en parallèle avec le club organisateur de Cap d'Aille, j'ai dit, j'ai pas l'âge de courir, parce que c'était à l'époque, on pouvait pas courir jeune en Coupe du Monde. J'ai dit, laissez-moi faire ouvreur. J'aimerais vraiment beaucoup faire ouvreur. Et à l'époque, la marque de l'époque qui avait vraiment un vélo très advanced, il y en avait deux. C'était Sun, bien évidemment, un peu intouchable, mais il y avait Vario. Je ne sais pas si tu te rappelles, avec le No Limit à l'époque, avec la forte spring, avec le ressort qui allait bien. Et par le biais de différentes personnes, j'avais réussi à avoir un prêt de vélo et j'ai ouvert la Coupe du Monde de Cap d'Aille avec ce vélo-là. Et la piste très technique, très étroite, etc., je l'ai poncé comme je savais faire et je fais le 17e temps scratch en faisant ouvreur. Et Max Commensal, que tu connais très bien du coup aussi, m'a vu faire cette performance-là. Et est venu me voir et on a commencé à discuter. Derrière, il y a eu une Coupe de France. Il m'a fait avoir un co-factory vélo Sun à l'époque par le biais du magasin. Dans la foulée, je gagne ma première Coupe de France. Je suis champion de France cadet. Et à la fin de l'année, Max, si tu veux, qui normalement ne faisait pas ça, parce qu'à l'époque, il y avait co-factory, il y avait le Team 2 et le Team 1. Donc, normalement, il fallait passer toutes les étapes. Et Max Commensal donc, me signe un contrat de 4 ans en m'incluant dans le Team 1, en me disant, je t'emmène jusqu'à tes années élites, on va t'emmener en junior, et pendant 4 ans, tu vas être à bord avec nous. Et donc, tout ça se passe, et j'ai des frissons d'en parler, tout ça se passe en 5 mois. Hein. 4-5 mois, de la première course, Cap d'Aille, la signature du contrat pro, dans lequel mon père, pour la petite anecdote, dit, mon père qui connaissait rien au sport, hein, puisque comme je t'ai dit, tout s'est passé très vite, il dit à Max, il n'y a pas de problème, on va signer ce contrat, mais par contre, dans le contrat, on met une clause comme quoi, s'il n'a pas plus de 10 de moyenne pour passer ses études, le contrat, il est caduque. Donc moi, tant qu'il travaille à l'école, il n'y a pas de souci, il fait du sport de haut niveau, je l'emmène où il veut, mais il faut qu'il travaille à l'école. Donc, si tu veux, Max et mon père, je pense, s'entendent plutôt bien sur le sujet. Max nous passe une voiture un peu plus grande pour que mon père puisse me conduire sur les courses. Le contrat se signe, 95 s'arrête, et me voilà en l'espace de 5-6 mois à passer professionnel aux côtés de François Gachet, Cédric Gracia, Anne-Caroline Chausson, Tricard, Jean-Christophe Tricard, Laurent Poussin, Denis Bonnet, Alex Ballot. Parce que c'était à l'époque, je me retrouve au milieu de tout ça, en quelques mois, sans vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, et lancé dans le grand bain, sans avoir, entre guillemets, préparé la situation, quoi. C'est fou ça, parce que alors on en a parlé avec Cédric, qui lui avait un angle différent, parce que lui il faisait partie un peu des cool boys du BMX avec Flo Poussin. Ils avaient déjà une sachant team. Que moi, en fait, j'étais jamais venu du BMX. Il faut savoir que toutes ces personnes qui arrivaient dans le Team Sun à l'époque, à l'exception de François Gachet, arrivaient tous du BMX, parce que Max avait développé beaucoup le BMX avec Sun à l'époque, et avait emmené ça au VTT à la descente. Et donc effectivement, Cédric, avec le talent qu'on lui connaît de déconneur, nous racontait en fait cette relative difficile intégration au début, parce que c'était deux états d'esprit différents. Complètement. Toi, eux, c'était des BMXeurs plutôt fun, plutôt donc cool, et toi, t'es arrivé
assez rapidement avec cet état d'esprit de en fait, je suis là pour la compète, je suis là pour gagner. Et c'est un état d'esprit qui t'a suivi, enfin, que tu as travaillé et développé tout au long de ta carrière. Déjà, comment est-ce que tu as développé cet état d'esprit? D'où il t'est venu? Et qu'est-ce qui fait que tu étais aussi compétiteur acharné dès le départ? Je pense que déjà, il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense qu'il y avait un peu un côté ADN qui est dans ce que je suis et dans ce que j'étais à la base, si tu veux. Mais après, quand je me suis retrouvé dans ces équipes, et je vais te raconter une anecdote très courte qui sera une bonne introduction au sujet, si tu veux, c'est que je me suis retrouvé dans une réunion au milieu de François Gachet, Max Commensal, tout le monde, etc. Et comme je t'ai expliqué, normalement, il y avait un process au sein de la marque qui passait Co-Factory, Team 2, Team 1. Et je me rappelle de cette réunion, et je suis pas sûr que grand monde s'en rappelle, mais moi, je me retrouve là, au milieu de toutes ces personnes qui avaient déjà des titres, qui avaient déjà Gachet, qui était champion du monde à l'époque, donc leader de cette équipe-là, tous ces jeunes BMXeurs qui avaient déjà fait de la compète. Moi, j'avais jamais fait de compète. Avant d'arriver là, moi, mis à part mes premiers débuts à 15 ans, j'ai jamais fait de compète d'autres sports ni rien. Donc tout ça a été hyper nouveau pour moi. Et là, en pleine réunion, donc plein de débriefs et tout, François Gachet arrête Max dans son discours d'introduction, lui dit attends, avant qu'on attaque quoi que ce soit, faut que tu m'expliques une chose. Et il me pointe du doigt, donc moi j'étais là, il me pointe du doigt comme ça, et il me dit, il regarde Max, il dit, lui, il fait quoi ici? Comme ça. En intro direct, première réunion, t'as 15 balais, t'as l'icône du sport qui est là. Que tu respectes. Que tu respectes, forcément, un mec champion du monde qui te pointe du doigt, qui dit, mais lui, il fait quoi là? Toi, t'as deux solutions là. Soit tu passes sous la table, et tu fais ton trou, et tu te dis, j'ai rien à foutre ici. Il le dit. Soit au contraire, dans ta tête, tu dis, ce mec-là que j'ai potentiellement idolâtré, etc., j'ai qu'un autre objectif, c'est de lui montrer ce que je fais ici, c'est d'aller le taper. Et dans ma tête, ce jour-là, c'est ça qui s'est passé, où je me suis dit, si vous revendiquez ma raison d'être ici, je vais vous montrer pourquoi je suis là. Et là, si tu veux, j'ai commencé à mettre tout le process psychologique en place, qui m'a permis de me dire, la combativité, c'est maintenant qu'il faut l'avoir, il faut être pragmatique, il faut savoir mettre les choses en place, et à partir d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul objectif, c'est gagner. Alors, on va parler de tout ça, parce qu'effectivement, c'est quand même un aspect très important de ta carrière et qui t'a aidé, accompagné sur des moments, de très bons moments et des moments un peu moins bons. Donc, je voudrais parler de cet aspect prépa mental, enfin mental et prépa mental. Mais si on continue un petit peu sur le Team Sun, il y a plein de trucs évidemment qui se sont passés et en bien, hein, mais si tu devais garder, je sais pas, un souvenir en particulier ou un ou deux souvenirs, anecdotes, des choses qui t'ont marqué dans ce team qui était quand même à l'époque le plus gros team. On avait déjà des semis à l'époque, on avait un accompagnement avec Olivier Bossard qui était absolument unique, c'était hyper avancé pour l'époque, bien sûr. Donc qu'est-ce que tu peux nous partager un peu des souvenirs, te partager déjà pour continuer dans ce que tu évoquais au début des prémices, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je remercie toute cette époque et tu vois Cédric que tu connais aussi très bien, avec Anne Caro, avec toute la bande, ils m'ont énormément challengé dans ces jeunes années. Et pour moi, ça a été la plus belle des écoles. Parce que ça a développé, comme je t'ai dit, ma combativité, mon envie d'avancer, moi aussi ma compréhension de l'autre, de se dire, mais attends, comment moi je réagis, mais pourquoi l'autre en face? Et de comprendre ce qu'était vraiment la compétition. Ça a été, parce que c'est vrai que aujourd'hui, les gens ont tendance à idolâtrer le sport de haut niveau en voyant que la partie haute de l'iceberg. Mais si tu veux, déjà la grande partie des échecs, des souffrances et des blessures, elles sont présentes. Et toute la partie approche de compétition, elle est cruciale. Et de la compréhension de la compétition, comment elle est. Et ces années-là, ça a été des années difficiles, mais des années de fête, des années d'apprentissage. Une des anecdotes que tu me demandes de rigolade, un jour on était en stage au Mont Ventoux, donc on louait en haut au Mont Cenis, je me rappellerai toujours, une grande infrastructure où il y avait que nous. Tout le monde avait des Clio, des espaces, etc. Moi j'avais pas le permis, etc. Et ce jour-là, pas de testing, il neige, comme au Mont Ventoux, si tu veux, il arrive souvent. Et là, tout le monde part en live et on commence à sortir les voitures sur les parkings, comme on sait tous faire. Et puis je me revois avec Alex Ballot, avec qui on s'est tapé des bourres en bagnole après à multiples reprises. Mais je me revois avec Alex Ballot aller
tirer des câbles, où on était tous ensemble sur ce grand parking en haut, où voilà, c'était que des jeunes. T'avais François forcément qui était à l'écart, qui était pas du tout dans le délire, mais c'était tous des jeunes, toute une bande de jeunes qui étaient passionnés de la même chose, où on a passé des moments de rigolade qui étaient exceptionnels. Et je te laisse imaginer avec Alex qui était quand même pas le dernier à faire des conneries, Cédric qui était devant, Anne Caro qui était la première à suivre. Moi j'avais 16-17 balais, c'était du pain béni tout ça. C'était la porte ouverte à un tas de bêtises à faire, et on a vraiment rigolé et passé des moments qui étaient exceptionnels. Mais pour autant, j'entends le côté grosse déconnade, j'entends que le côté challengeant de cette équipe qui t'a intégré, pas très facilement, mais qui t'a intégré. Mais il y a aussi à côté de ça, des résultats absolument exceptionnels pendant cette période Sun. Cette période, bien sûr. Et qui a gagné un nombre incalculable de après, il y a eu l'arrivée de Nico. Oui. Nico est arrivé, si je dis pas de bêtises, en 97 ou 98. Nico qui a de suite créé un tandem très fort avec Olivier Bossard, parce qu'ils se sont très bien entendus sur l'aspect technologique. Point qui a été, soyons honnêtes, très mal vu par Cédric. Parce que le jour où Nico est arrivé, Cédric était un peu moins la superstar grandissante de l'équipe, donc ça a créé des rivalités en interne. Anne Caro s'est très bien identifiée à tout ça, si tu veux, dans le schéma où elle arrivait à évoluer. Elle avait beaucoup d'amitié pour Cédric, qu'elle a toujours aujourd'hui. Elle a vu l'aspect Nico développement qui était quand même hyper valorisable pour elle. Et moi, si tu veux, j'étais dans l'aspiration de tout ça, avec déjà la gestion de moi-même, de la juste pression par rapport au cap, si tu veux, technique qu'on essayait de passer, et où je chutais beaucoup. J'avais du mal à gérer mon engagement parce que je voulais trop en mettre, et donc apprendre à gérer, si tu veux, cette émotion-là. Donc, si tu veux, il y a toute cette énergie-là, toute cette émulation, et derrière les résultats de Sun, ça tombait. C'est pour ça que pour nous, la machine, elle fonctionnait tellement que jamais on ne pouvait imaginer qu'en 99, quand ils déclarent le bilan et qu'ils nous disent que tout s'arrête, jamais on imaginait qu'on puisse en être là, parce que on voyait toute une trajectoire grandissante, aussi bien au niveau des résultats, aussi bien au niveau de la techno qu'on était capable de mettre en place. Et si tu veux, ça a été le jour où ça s'est passé, où ça a été la fin de cette histoire. J'ai rapidement réalisé le volet important de l'industrie. Si tu veux, moi qui étais énormément dans la compète, dans la techno, les ventes de vélos, le market, tout ça, ça nous passait à 10 000. On était là, on faisait des courses, on n'était pas là pour autre chose. Mais le jour où la marque a déposé le bilan, on a compris à quel point, ou en tout cas j'ai compris à quel point ça nous impactait directement, que c'était un acteur majeur de l'histoire, et que à partir d'aujourd'hui, si je voulais vraiment faire carrière dans ce milieu, il fallait que dans mes réflexions, mon analyse et mon image globale de la situation, je le prenne en considération, ce point-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon volet compréhension de l'industrie était vraiment important aussi. Ok. Donc, comment toi, t'as rebondi derrière? Tu peux nous expliquer, dépôt de bilan? Dépôt de bilan, donc on nous annonce milieu de saison. Milieu de saison 99, on nous dit, Sun, c'est fini, ça s'arrête. Oui, mais il y a quoi? C'est 1 an, c'est 2 ans? Non, ça s'arrête. Fini. Max s'en va, l'histoire de Sun s'arrête, ça part en redressement judiciaire, on arrête les salaires, on coupe les frais du team. En gros, ils nous emmènent jusqu'au championnat du monde et on tire un trait. Seul couac pour ma part, c'est que je me blesse en début d'année 99 et que de ce fait, je cours pas. Et je reviens, donc je me prépare, et c'est un peu là que le début des histoires un peu de blessures commence. C'est que là, je me prépare, je me conditionne dans ma tête, je me prépare en me disant je vais revenir juste pour les championnats du monde, et je peux pas être champion du monde. J'ai pas couru de l'année, c'était ma première année élite, etc. Je venais de faire champion du monde donc en 98, donc je gagne le titre avec 12 secondes d'avance, et surtout je gagne le scratch. Donc si tu veux, je savais que j'étais en junior. Donc du coup, je sais que je suis compétitif avec les élites, donc je me suis dit je vais essayer de gagner la demi-finale pour me faire voir et trouver une équipe l'année d'après. Et donc, je gagne la demi, j'y arrive, je fais 8 à la course, et mon objectif, c'était absolument d'aller rouler chez GT et de partir aux États-Unis. Donc, je signe un contrat chez GT, et par contre, ils me disent, on te signe, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, on te fait courir qu'en Europe,
mais on t'emmène pas de suite aux États-Unis. Il faut que tu sois dans le top 10 des 4-5 premières manches pour qu'on t'emmène aux États-Unis et qu'éventuellement on continue l'aventure avec toi. Donc voilà, challenger pour arriver à faire ce transfert et cette transition dans la catégorie élite. Ok. Donc là, c'est GT Europe qui te signe ou GT Inter? C'est GT Europe. GT Europe. GT Europe. Ok. Ouais, et donc l'Inter jette évidemment un œil sur ce que tu Bien fais. sûr, le contrat était avec l'Inter, mais on était dans une structure GT Europe. D'accord. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait il y avait des bons aussi. Il y avait je crois que Stéphane Gianni, il y avait du Benoît Journeau, des trucs comme ça. C'était un autre team. Cette équipe-là, elle est arrivée après coup. Ok, d'accord. Quand nous on est vraiment passé, mais ouais, ils avaient monté une équipe, mais c'était avec le groupe, c'était pas avec GT. D'accord, ok. D'ailleurs, ils avaient fait des beaux passages, il y avait des beaux éclats il y avait des trucs cool, il y avait des trucs drôles. Donc GT Europe. Donc comment ça se passe justement cette transition entre l'Europe et l'Inter? Comment championnat du monde, tu fais le résultat qu'il faut? Oui. Et donc je signe chez GT. Ouais. On enchaîne donc par le début de Coupe du Monde, un peu chaotique parce que j'ai eu un problème à un doigt, je perds une main à l'arrivée des Jeux, etc. Je me bats, je fais mon premier podium de Coupe du Monde à Maribor, ce qui me ramène 11e du général de la Coupe du Monde, donc pas dans le top 10, malheureusement. Et le patron de l'Inter qui m'appelle 2 jours après, qui me dit écoute, tu fais 11, tu fais pas top 10, mais tu fais podium à la dernière course. Je fais 4e, on t'envoie aux US, me voilà parti dans l'avion pour aller faire ma première Norba, donc du championnat américain, avec GT, Chevrolet, Nike, tous les gros sponsors, parti à Laguna Beach, le American Dream, là, on était en plein dedans. On se retrouve là-bas au milieu des plus grands, donc au milieu de Steve Pitt, quand même, icône de l'époque, Eric Carter et Brian Lopes, qui sont les plus grands noms anglophones qui existent à la suite de Mike King, qui était le grand adversaire de Nico à l'époque. Donc voilà, je me dis, s'il y a quelque chose à prouver, c'est maintenant ou jamais. Faut tout que tu donnes, faut que tu sois bon, quoi. Donc tout ça dans le team GT. Hein. Ouais, tout ça dans le team GT. Donc Eric Carter, champion du monde dual 2004, entre autres. Ouais, puis champion de Norba américain, des meilleurs mondiales. Steve Pitt en tête de la Coupe du Monde à cette époque-là, et Brian Lopes qui gagnait le Four Cross, ancien champion de BMX, qui était en tête de la Coupe du Monde de Four Cross. Donc tous les grands noms avec Nolwenn Lecaire et Katia Repos qui jouaient dans les avants en féminine. Sabrina Jaunier qui était dans la même structure que moi à l'époque et qui n'avait pas fait le passage en Amérique du Nord malheureusement. C'était ses débuts aussi. Et donc, si tu veux, voilà, une émulation vraiment dans le grand bain. Tu passes du niveau déjà national où j'avais déjà les coups des franches avec les Cédric, les Gachet, tout ce qu'il fallait. Et là, je me retrouve au niveau international avec un anglais inexistant. Je me pointe là-bas et comme je te le racontais tout à l'heure, je me retrouve avec un soigneur polonais qui bricolait 2 langages et personne qui parlait un mot de français. Je me suis dit, bon, là, il va falloir se sortir les doigts pour y aller, quoi. Et alors, Norba, cette première Norba, c'est quoi? C'est Big Bear? C'est Mammoth Mountain? Première Norba, Mammoth Mountain. Donc, sablonneuse, des vitesses de pointe où il y avait la kamikaze, des vitesses de pointe à 80-85 km/h, des choses que jamais trop vues, des concepts d'aéro, un grip qui était hyper précaire, un sol hyper sablonneux, je m'en rappellerai toujours, quoi. Je m'en rappellerai toujours. Et du coup, Eric Carter, qui était en tête du championnat américain, je gagne la demi-finale. Donc, super. Et là, le manager m'arrête, me dit, bon, je te préviens, Eric, il est en tête du championnat. Je me mets à la sortie du bois avant la ligne d'arrivée. Si je te mets un drapeau rouge, il faut que tu freines pour laisser gagner Eric, quoi. Moi, dans ma tête, à 19 ans, qui part aux États-Unis pour aller conquérir les États-Unis et gagner les courses, etc. L'autre, il me dit, non, mais tu sors du bois, tu vas freiner. Dans ma tête, si tu veux, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais mettre un coup de frein. Jamais de la vie. Donc, si tu veux, je suis parti placard. Il était avec son drapeau rouge à l'arrivée. Je me suis jamais arrêté, bien évidemment, ou en tout cas, j'ai pas ralenti. Je gagne ma première Norba avec 9 secondes d'avance, ce qui est exceptionnel. Les médias, tout ce qui allait bien. Moi, j'étais ravi. Et 24 heures après, je reçois un coup de fil où le manager me dit, écoute, tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit et mes préconisations. Je suis désolé, mais on est un sport d'équipe avec une vraie vision cyclisme au sens large. T'as pas respecté ce que je t'ai dit, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Donc là, mon frère qui habitait San José à l'époque vient me chercher, on se retrouve sans équipe, on se retrouve sans rien avec la première manche de Coupe du Monde nord-américaine qui était la semaine d'après.
Et là, je me dis, bon, quand même, il y a quand même quelque chose que je comprends pas dans le sport. Donc, grosse remise en question. Et la belle note de tout ça, c'est que le surlendemain, le grand patron, donc au-dessus du manager, me rappelle et me dit, écoute, ce que tu as fait, c'est exceptionnel, mais il faut que tu écoutes le management, il faut que tu saches suivre les directives. Je lui ai expliqué mon point de vue et il me dit, bon, ben, pars quand même à Mont-Sainte-Anne, on va voir ce qui se passe, t'es ici maintenant, pars à Mont-Sainte-Anne. Donc, je pars quand même sur cette manche de Coupe du Monde. Comme tu imagines, ben, avec le couteau entre les dents. Je me retrouve aux côtés donc, de tous mes acolytes. Je prépare la course comme j'en ai préparé peu et je gagne ma première manche de Coupe du Monde en 2000 à Mont-Sainte-Anne devant Steve Pitt, qui était le pilote numéro 1 de l'équipe. Et là, je commence à me faire un nom en Amérique du Nord et à prouver que ben, voilà, mon tempérament qui peut être perçu comme fougueux et engagé paye et que j'ai les capacités de devenir champion. Ouais, et puis j'imagine que ça conforte plein de trucs. C'est effectivement le passage en Amérique du Nord, Team Inter, le passage aussi de Sun à ce team. Enfin, t'es en place, enfin, t'es à ta place, quoi. Ouais, ben surtout, en fait, si tu veux, la compétition, c'est un peu toujours ça. C'est que t'es en permanence en train de prouver que tu mérites là où tu es. Et c'est ça qui est dur, parce que tu as la juste distance entre la groupéité, l'ambiance, le côté fun du sport, etc. Mais néanmoins, tu as quand même un aspect individualité, précision, où tout le monde essaye d'exister et tout le monde veut être premier. Par contre, pas tout le monde est prêt à assumer le statut, l'engagement, la pression et le travail que ça représente des fois. Donc si tu veux, le décalage entre l'aspect visuel de ce qu'un sport peut représenter et ce qu'il est réellement, et des fois existe, et dans notre sport, c'est le cas. Même si aujourd'hui, les discours et les langues se délient beaucoup plus. En tout cas, à l'époque, elles ne l'étaient pas. Justement, en termes d'engagement, je pense qu'il y a peu d'événements sur lesquels tu t'es beaucoup plus engagé qu'au GES en 2004. Alors, il y en a plein, mais moi, ça m'a énormément marqué. Je pense que ça a marqué énormément de monde de par tout ce que tu as mis en place pour être là à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous faire un aperçu, et puis aussi parce que ça fait quand même 20 ans que... Il y a quelques mois, quelques jours même. C'était il y a 20 ans. Ouais. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ça, de tout ce que tu as mis en place. J'aimerais qu'on parle des aspects techniques sur le vélo, j'aimerais qu'on parle des aspects préparation physique, mentaux, toute la stratégie que tu as mis en place. Est-ce que tu peux nous refaire un petit... Déjà, il faut comprendre pourquoi j'ai atterri un peu chez Kona, pour comprendre les autres paramètres, si tu veux. L'époque Kona, il faut savoir que la Coupe du Monde, à l'époque, a été sponsorisée par Grundig, qui était un gros investisseur. On avait du Eurosport, on avait du Grundig, etc. Quand Grundig s'est retiré et qu'on a perdu, entre guillemets, Eurosport, le sport a eu une chute un peu. Il y a une chute visuelle, médiatique, il y avait moins de finances, il y avait moins d'équipes. D'ailleurs, GT a déposé le bilan dans la foulée des contrats, comme l'a fait Sun. Donc, si tu veux, on a eu un peu une phase de crise économique. Et moi, je voulais vraiment continuer cette progression en Amérique du Nord, de développer mon image, parce que mon image européenne, elle existait. J'avais déjà fait des résultats, j'avais réussi à créer un nom en Europe, je voulais créer un nom en Amérique du Nord. Donc du coup, sur pas un Eurobike, un Interbike à Las Vegas, je rencontre les personnes de chez Kona qui sont les plus folkloriques du monde, qui étaient à fond dans le freeride à l'époque. Et je leur dis, non mais vous êtes là avec votre freeride. Je dis, moi, je suis un pilote de Coupe du Monde, mais si vous m'emmenez dans des montagnes, sauter des gaps et faire des lignes avec de la vitesse, j'en suis capable. Il n'y a aucun problème. Donc les mecs de Kona me prennent un peu de haut et tout. Je leur dis, écoutez, c'est pas compliqué, je vous fais un deal. Je vous propose d'essayer d'aller gagner des Coupes du Monde avec votre vélo. Par contre, dans le deal, vous me faites faire des segments dans New World Disorder. Le fameux. Voilà, donc le fameux. Donc du coup, je leur dis, moi, il n'y a pas de problème, on signe 3 ans de compète, mais 3 ans de New World Disorder derrière. Donc du coup, le deal, c'était ça. Et donc, je me retrouve parti dans l'aventure de compète. Donc, on fait ces New World Disorder qui m'aident, etc. Mais je me retrouve envoyé, si tu veux, dans la compète avec un vélo qui avait tout sauf les capacités de gagner, quoi. Une marque qui était hyper iconique en Amérique du Nord, parce que la marque était idolâtrée par plein de gens de par le freeride, la tendance et la croissance du freeride, etc. Mais par contre, il n'y avait rien en Coupe du Monde. Il n'y avait rien du tout. Donc, me voilà parti avec un mécano qui était ingénieur que je trouve au moment de la rencontre avec Kona. Et me voilà parti avec un vélo qui n'avait pas du tout la bonne géométrie, qui n'avait pas la bonne cinématique. Je veux dire, tu passes d'un Sun développé par Olivier Bossard à un Kona développé par Paddy qui fait des sauts de 10 mètres de haut, mais qui a aucune idée de ce que c'est la vitesse. Tu te retrouves avec une machine qui est complètement déconnante. Et si tu veux, moi, j'arrivais à la fin de mon diplôme d'ingé en mécanique, juste à ce moment
moment-là, si tu veux, je me suis dit, l'opportunité, elle est belle. Si tu veux te créer un nom, d'aller gagner avec un vélo que tu connais pas, d'aller faire, de t'inscrire dans le monde du freeride avec un talent de pilote de Coupe du Monde et pas du tout de freerider, etc. Il y a un coup de poker à jouer. Donc, me voilà parti là-dedans, un peu de briques et de broc. 2003, on fait une première médaille de bronze à Lugano, suite à une énorme chute à Mont-Sainte-Anne, d'ailleurs. Du coup, on fait une super perfo. Et à Lugano, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Sandra Lardy avec le maire d'Égée, qui me disent, écoute, on vient de signer avec l'UCI, on va organiser les championnats du monde en France. Et là, dans ma tête, je me suis dit, pouah. Sur le moment, dans les minutes qui suivent, je regarde Alain Boulogne à l'époque, qui était le maire. Je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué. On fait un deal ensemble. Je roule pour vous, je vous représente pendant 1 an gratuitement avec qu'un seul et unique objectif, c'est d'aller gagner les championnats du monde DG en France. Et si j'y arrive, derrière, vous me faites un contrat de 5 ans pour développer les bike parks comme ils ont à Whistler avec Kona et qu'on fasse un vrai bike park OG et qu'on ait un vrai partenariat. Et là, le mec, en 10 minutes, 15 minutes, on se serre dans la main. Et là, à partir de ce moment-là, j'avais qu'un seul objectif dans ma tête, qui était d'être devenir champion du monde OG. Voilà un peu l'histoire. Okay. Comment elle a commencé. Donc ça, c'est le background. Ok, ouais. C'est le début du truc. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce qu'en fait, à un moment donné, là, après, on déroule le papier à musique. Ouais. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je contacte mon ingé, je lui dis, voilà, on va partir là-dedans. J'appelle Kona qui nous dit, mais nous... l'engineering, la course, faut que tu fasses toi, dis-nous, mais on sait pas faire, quoi. J'appelle Jack Roure, mécano de Loïc, qui m'avait suivi dans les années à l'époque à préparer mes suspensions. Je dis, là, il faut qu'on y aille, quoi. Il y a un coup à faire magistral, on y va. Et en fait, à partir de ce jour-là, donc championnat du monde de Lugano, chacun de mes moments où j'étais sur le vélo, chacune de mes séances d'essai, chacune des courses que j'ai fait jusque là-bas, avait qu'un seul objectif, c'était de se dire, je mets une valeur ajoutée et je passe une étape pour arriver à être encore plus prêt pour léger. Et j'ai envoyé un message à ma famille, j'ai prévenu ma famille, je leur ai dit, voilà, pendant 1 an, je vais me contracter là-dessus. Je suis désolé, je vais être complètement autiste, je vais être complètement décalé, ça va être compliqué pendant 1 an, mais s'il y a une chose à faire dans ma vie, c'est de gagner les championnats du monde à la maison en France. Donc là, tu te conditionnes mentalement, tu prépares ta famille, tout ça. Je prépare le terrain. Tu prépares le terrain, ok, voilà. On a les bases. Ouais. Techniquement, sur le vélo, comment ça s'organise? Parce que j'imagine que tu as donc ce cadre, ils te fournissent ce vélo, mais c'est, comme dirait Jack, c'est un tréteau, quoi. Ouais, donc, c'est qu'à le dire, là. Comment est-ce que tu bosses avec les ingénieurs de chez Kona, même toi avec ton fraîchement diplômé, comment est-ce que tu travailles sur ce vélo pour le modifier de la manière qui... Mais déjà, avec les ingénieurs de chez Kona, on n'a pas travaillé. Du tout. Parce que clairement, on leur a posé des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse. C'est surtout Paul Walton, mon mécano de l'époque avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, qui m'a aidé à travailler sur toutes les forces, toutes les contraintes, tout ce dont on avait besoin. Et on connaissait la piste, on savait ce qu'il en était. On savait que le haut de la piste, il fallait être calé, il fallait être dans la ligne, il fallait être dans la fluidité et que la course se gagnerait dans le bas de piste. On le savait, c'était des grandes courbes en herbe, il y avait beaucoup d'aéros, il y avait un gros obtraken dans un pré que tout le monde a visualisé et on savait que cette fin de piste ferait la différence. Donc si tu veux, on a commencé à travailler sur l'assiette du vélo et on a surtout développé cette espèce d'étrier de frein qui nous permettait d'asseoir la machine au freinage parce qu'on s'est aperçu que la capacité hydraulique et ce qu'on était capable à l'époque de faire dans la fourche créait des transferts de masse bien trop importants pour arriver à garder du grip dans les parties basses et dans les dévers. Donc on s'était inspiré à l'époque de la Citroën Xara de Sébastien Loeb, qui à l'époque sur ses triangles avait développé des systèmes de freinage où la voiture, quand il tapait dans les freins, au lieu d'avoir un transfert de masse, les triangles à l'arrière s'abaissaient pour vraiment utiliser les 4 pneus au freinage. Et nous on s'était dit, non mais attends, c'est ça qu'il faut qu'on fasse en vélo. Donc du coup, on avait développé ce bras-là, on a fait modifier le cadre et souder cette patte qu'on avait là, on a mis un étrier flottant et on a commencé à asseoir le vélo de l'arrière quand on tapait dans les freins, parce qu'à l'époque, les fourches n'étaient pas capables d'absorber les contraintes pour arriver à créer dans cette partie basse une stabilité du châssis qui me permettrait de mettre le vélo en dérive et de vraiment attaquer. D'ailleurs, on a poussé cette préparation-là jusqu'à se dire, de toute façon, même si c'est sec, on roulera en pneus bout.
parce que dans cette partie finale, que ce soit poussiéreux et que ce soit de l'herbe, on ira chercher le grip avec des pneus bout pour aller chercher le 10e de seconde qui va bien. Et si tu regardes le travail qui a été fait pendant tout ça, c'est le schéma qu'on retrouve en bas, parce qu'en haute piste, on a Steve qui a quasiment une seconde d'avance, ce qui était prévu. Steve qui fait un choix de pneus hyper secs et hyper optimisé pour la partie haute. Et moi qui choisis plutôt de pouvoir mettre de l'engagement et de l'agressivité en bas de run avec ces pneus bout qui m'ont permis de gagner la course, quoi. C'est fou parce qu'aujourd'hui, un pneu bout sur le sec, enfin, on a du mal. C'est plus aussi aberrant que ce que ça l'est, parce qu'à l'époque, tu avais les pneus secs, les pneus bout. Oui. Aujourd'hui, tu as des pneus intermédiaires qui ressemblent aux pneus bout de l'époque, qu'on utilise sur une piste, par exemple, comme Andorre, là, les championnats du monde en Andorre, où c'était hyper souple, etc. Les mecs ont roulé en pneus intermédiaires, mais les pneus intermédiaires d'aujourd'hui, c'est les pneus bout de l'époque. Donc, si tu veux, notre choix, il avait déjà été hyper avant-gardiste, risqué, soit, mais audacieux, quoi. Donc, géométrie adaptée, bras étrier flottant. On avait changé la biellette pour changer le ratio, pour avoir quelque chose qui nous apportait vraiment du support en fin de courbe de débatte, parce que l'étrier flottant donnait vachement de contraintes. Donc, on avait changé les bras de levier. Et surtout, comme on n'arrivait pas à faire marcher la 888 Marzocchi à l'époque, Jack nous avait fait de la magie, comme il sait le faire encore aujourd'hui, pour arriver à... Bon, c'était quasiment verrouillé, mais en haute vitesse, on verrouillait quasiment la fourche. Ce qui nous permettait, quand on prenait vraiment des gros impacts, si moi j'étais capable de tenir, de limiter les transferts de châssis, de garder une stabilité du centre de gravité et d'arriver à attaquer comme j'aimais le faire, quoi. Donc, il fallait avoir les bras quand même. Il fallait avoir les bras. Et d'ailleurs, l'année d'après, à Livigno, encore plus, parce que léger, on était quand même sur un run assez court, avec un terrain qui était relativement défoncé, alors que Livigno, on était sur un run qui était super long, où là, par contre, c'était vraiment défoncé, quoi. Alors, avant de parler de Livigno, je voudrais quand même faire un petit focus sur ces fameuses biellettes quand même du Stab, parce que à la base, les biellettes sont pleines. Oui. Toi, tu les as usinées. Tu avais fait ce choix justement d'optimiser. Mais on les a usinées pour deux raisons. Le poids, et parce qu'à l'époque, on avait un bras arrière qui était hyper rigide. Donc, du coup, on avait enlevé de la rigidité à l'arrière parce qu'on avait donné énormément de grip au vélo au freinage. Donc, notamment en entrée de courbe, le vélo pouvait s'asseoir correctement, et avec l'étrier et le pneu bout, on avait énormément de grip. Et en fait, quand le vélo partait en dérive, si tu veux, je me prenais comme des micro-coups de raquette. Et le vélo, il décrochait, raccrochait. Et j'arrivais pas à tenir mon placement dans ces courbes en herbe. J'arrivais pas à tenir le placement comme je le voulais. Donc, si tu veux, on avait évidé les biellettes pour arriver à prendre un peu de rotation, si tu veux, sur le latéral, et arriver à accompagner un peu comme un essieu autodirectionnel, à accompagner l'arrière quand je venais charger l'avant, si tu veux. Donc, on était vraiment dans le... Et d'ailleurs, on a utilisé ce système-là en 2005, en 2006, en 2007 avec Kona, parce qu'on s'était aperçu qu'on avait trouvé une clé qui était très intéressante. Et d'ailleurs, tu retrouves aujourd'hui sur certains vélos, notamment, tu as vu Amaury Piron faire des résultats exceptionnels dans la boue et dans le défoncé, parce qu'ils ont trouvé des clés qui étaient dans la lignée de ce qu'on faisait à l'époque sur cette... D'assouplir le triangle arrière. Notamment les bases en acier et le bridge interchangeable. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as fait? Parce qu'on avait vu Nico qui mettait 3 vis au lieu de 6 sur ses disques. Est-ce que toi, t'allais... Alors, Nico, c'était un gaga du poids. Il faut savoir, Nico, Nico pèse tout. Moi, si tu veux, alors Nico, c'était un gabarit léger. Moi, j'étais un gabarit plutôt lourd. Moi, quand je courais en descente, j'étais à 84 kilos, tu vois, j'étais pas léger. Donc, les quelques grammes sur les roues, ça me changeait pas grand-chose. Par contre, moi, j'aimais bien, ce qui était très important pour moi, c'était la géométrie. C'était la stabilité du châssis et la géométrie. Et je pense que c'est encore un point clé aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu es capable de mettre le pilote et son centre de gravité au bon endroit, que ce soit sur une moto, sur un vélo, là où les masses de l'athlète sont vraiment importantes et partie prenante. D'ailleurs, je me régale en ce moment à faire du MotoGP et à apprendre la moto sur circuit, parce que c'est complètement l'opposé de l'effet des masses. En fait, si tu places le centre de gravité où il faut, tu crées du grip. Et si tu crées du grip, tu crées de la confiance. S'il y a de la confiance, tu mets du charge. Tu peux souder, ouais. Donc, tu faisais pas des choix
extrêmes, mais des choix poussés. Et techniquement, techniquement comme la biellette, effectivement, qui est pas que pour le poids, mais aussi pour la rigidité. Oui, alors le poids, je te dis pas qu'on n'optimisait pas, puisqu'à la fin, on enlevait même la peinture des cadres. Tu m'as vu rouler pendant des années après avec tes cadres polis, parce que je me disais, des 200-300 grammes de peinture sur un cadre, ça me servait à rien. Donc, si tu veux, j'étais quand même dans l'optimisation du poids, parce que tout mis bout à bout, tu gagnais vite un demi-kilo, tu vois. Donc ça, on allait chercher cette optimisation-là. Mais je dirais, c'était pas maladif chez moi. Ce que je t'évoquais sur la géo, les suspensions, l'adhérence, c'était beaucoup plus important. D'autant plus que, en fonction des gabarits des pilotes, l'influence, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus dure à trouver. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait beaucoup d'études, une fois de plus, pour cette partie finale, j'avais fait beaucoup d'études du ski. Parce que j'étais clairement, et je le suis encore persuadé, que le sport le plus proche du VTT descente, c'est le ski de descente, c'est pas la moto. Les gens s'identifient énormément à la moto, mais la moto, ça reste assez proche, mais la masse lourde reste la moto. Alors qu'à l'inverse, le ski, c'est le poids de l'athlète qui fait tout. L'appui avant des tibias, les mains à l'avant, le décalage du corps par rapport à la carte du ski est très à l'identique du décalage du corps et l'ancrage du pneumatique dans le sol en vélo. Puis les appuis des pieds. Les appuis des pieds, etc. Donc, si tu veux, tout ce que j'ai fait sur la pédale automatique, ce que j'avais développé, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui roulent en enduro roulent avec une cale à l'arrière, avec une cale centrée. À l'époque, quand on avait les chaussures de VTT, on avait la cale qui était tout devant, quoi. Ouais. J'ai été le premier à complètement recouper et évider mes chaussures pour aller positionner ma cale à l'arrière. Et ça, je te parle dans les années 2000. Et que c'est arrivé dans les années 2015. J'ai été le premier à faire ça pour arriver à court-circuiter l'appui du mollet, qui est le muscle faible de la jambe. On ne fait pas skier en pointe de pied, si tu veux. Donc, court-circuiter l'articulation de la cheville et la puissance du mollet pour donner toute sa puissance au quadriceps, à l'ischio et au fessier qui, lui, va t'aider à vraiment développer de la puissance et générer de la vitesse. Okay. Donc, c'est pour ça qu'en VTT, à l'instar du vélo de route, on se retrouve avec une cale aujourd'hui dans les chaussures qui sont vraiment bien développées, qui est beaucoup plus reculée, qui te permet de baisser les talons et de charger naturellement, sans la force des mollets, l'appui dans les pédales. Et ça, le grip, il fait ça, quoi. Ouais. Et nous, ça, on l'a fait, mais dans les années, milieu d'année 2000, on a fait ça. Donc là, on a parlé des jets, donc 2004, mais Livigno, 2005, c'est quand même aussi un gros morceau, quoi. Livigno, pour être honnête, je pense que c'est le meilleur run de ma vie. Parce que les jets, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allé le chercher avec le cœur. Je me revois dans ce start gate dans une forme de lâcher prise. Si tu veux, je me suis préparé dans la tête sans attaquer un volet trop mental. Mais si tu veux, t'imagines, tu te prépares pendant 1 an sur un objectif. Tu te dis, c'est all-in. On y va pas pour en garder, on n'y va pas pour réfléchir. Première partie de parcours, on va se poser. Deuxième partie de parcours, on va aller au charbon. Et tu te pointes dans la start gate, tu te dis maintenant, faut déposer cette pression et il faut se concentrer que sur l'art du geste, quoi. Faut juste être là avec de l'instinct et du talent. Le travail, il a été fait. On est juste là pour l'instinct et le talent. Et si tu veux, j'y vais. Et dans cette deuxième partie de piste, j'attaque plus et je vois que ça tient. Je passe l'Optraken, je passe le gauche, je traverse la route et là, je me dis, mais là, j'ai du grip. Là, je vais tout casser, quoi. Et là, je mets un premier coup de pédale, je m'engage un peu, je tape un piquet avec la main, je guidonne, le vélo part en appel alors qu'il ne doit pas du tout partir en appel, je le jette de l'autre côté, je sors un pied, je passe toute la courbe en dérive, merci au travail qu'on avait fait, si tu veux. Mais là, je perds une demi-seconde. Je perds 0,7, quoi. Et si tu veux, la finalité, c'est que Steve chute et je ne sais pas au final, si ma stratégie aurait payé ou pas. Parce que Steve passe l'Inter avec 1 seconde d'avance, ce qui était totalement prévu. Mais je ne sais pas, en fait, par rapport à lui, par rapport aux autres, c'était le cas, mais par rapport à lui, je ne sais pas si j'avais gagné mon pari, si tu veux. Donc, il y a certes une apogée absolument exceptionnelle, mais dans l'aspect purement pro et pragmatique du truc, il y a ce petit côté admire de me dire, est-ce que mes choix, ça a été vraiment les bons ? Et puis c'est pas un peu, pardon, mais c'est un peu unfinished business, quoi. C'est-à-dire que battre quelqu'un à la régulière, c'est-à-dire il passe la ligne et effectivement t'es devant et il est derrière. Enfin, c'est un peu, ok, j'ai gagné, mais je sais que je suis véritablement le meilleur. Alors, la course, c'est évidemment des faits de course. Donc, bien tu sûr. Tombes, ça fait partie de la course. Ce qu'il faut savoir dans la petite histoire, c'est que Steve perd l'adhérence dans le dernier virage parce qu'il est en semi-slick. Alors aussi, attends, parce que moi j'ai vu le truc, parce qu'il a déclipsé une pédale.
Oui, Quand il fait son bunny-up par-dessus la petite rivière, il déclipse. Il déclipse la pédale, mais il perd l'arrière. Il perd l'arrière. Il perd l'arrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle il a mis un semi-slick, c'est parce que quand il a pris le téléphérique pour monter au départ, et il te le racontera si tu lui fais une interview, il voit mon chrono. Il arrive, il va au téléphérique et il voit mon chrono. Il repart au paddock en high roller et il met le semi-slick et il se dit, si je veux aller taper ça, il faut que je mette le semi-slick. Et dans la stratégie avec l'équipe de France, on avait dit, je fais une mauvaise qualif parce que je veux, quand je suis en bas, que les mecs avant de monter, ils voient mon chrono affiché sur le board. Donc l'histoire, elle va super loin. Et elle est fabuleuse en ce sens, parce que bon, Steve, après, il a gagné ses titres, etc. Mais Steve, si tu veux, léger, c'est la France, mais c'est aussi beaucoup l'Angleterre. Tu vas à Morzine, ça parle plus anglais que français. Donc, s'il avait une course à gagner dans ta vie, c'était celle-là. Donc, si tu veux, c'était un peu le battle des titans, si tu veux. Donc, il y a tout eu un jeu psychologique de pression, de préparation, où chacun a dû se mettre dans sa bulle, etc. Et l'histoire, elle est fantastique en elle-même, en ce sens. Alors, elle joue pour ma part. Mais oui, je te rejoins, c'est que je gagne, je fais la fête, une fête bien poussée qui fait que je me rappelle même pas le lendemain. Par contre, le lendemain matin, je me relève dans ma chambre avec ce maillot de champion du monde en face de moi. Et toujours dans l'aspect psychologique, ma première réflexion, et tu vas te dire, mais t'es fou complet de penser comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, mais maintenant, tu fais quoi? Pendant 1 an, t'as vécu. Et d'ailleurs, on pourra parler un peu de l'après-carrière des sportifs de haut niveau, après, si t'en as le temps et l'envie. Mais si tu veux, dans ma tête, je me suis dit, j'ai vécu pendant 12 mois, là, avec un seul objectif. Je passe cet objectif, je l'ai, mais demain, c'est quoi? La première question en me réveillant, c'est demain, c'est quoi? Et la première chose à laquelle j'ai pensé, j'y attends un peu. On a gagné, mais il y a, comme tu as dit, un peu unfinished business. Donc là, maintenant, on va remettre la machine en route et on va aller réfléchir à Livigno. Juste un petit truc quand même sur gagner au jet à la maison. Ça avait jamais été fait, ou je me souviens. Enfin, non, ça avait. Il y a Greg Minard qui a fait ça après en Afrique du Sud. Oui, mais un Français à la maison, c'était la première fois que Nico avait gagné Métabier dans les années très jeunes, mais en junior, ouais. Okay. Ouais. Mais donc, si on compare un peu au jet 2022, le 1, 2, 3, t'es évidemment content d'avoir gagné 2004, mais si tu compares les expériences, t'aurais voulu gagner plutôt en 2022 ou 2004 c'était cool en termes d'ambiance et en termes de phénomènes, etc. Non. Pour rien au monde, je changerais. Non, 2004, déjà, il y avait un public aussi fou que ce qu'il y avait en 2022. D'ailleurs, en 2022, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. En 2004, on n'avait jamais vu ça. Il n'y avait jamais eu autant de monde sur une course de vélo. Ça avait été incroyable. D'ailleurs, le dimanche, il avait fait mauvais temps. Il y avait eu aussi un monde fou. Le samedi, ces championnats du monde de 2004, ils avaient été absolument incroyables. Et le public qu'il y avait là-haut. Et si tu veux, là où je ne changerais pas, c'est qu'en fait, la victoire de 2022 de Loïc et Loris et Amaury sur le podium, je suis honnête avec toi, c'est peut-être un peu égocentrique. Et d'ailleurs, je me suis emballé. Je suis allé sur le podium, je l'ai mis sur les épaules, etc. C'est que j'avais l'impression que j'avais énormément contribué à mettre cette première pierre 18 ans avant, si tu veux, et de se dire que parce que j'avais montré l'exemple que c'était possible, ces 3 gamins, ils sont arrivés derrière 18 ans plus tard, et ils transforment en apogée la pierre que j'avais mis à l'époque. Et pour moi, ça a été une fierté. J'ai pris cette victoire, je suis honnête avec toi, presque une partie pour moi, quoi. Oui. En plus, je veux dire, il faut savoir que l'histoire avec Loïc, elle est quand même très particulière. J'ai gagné ma première Coupe de France. Sylvie, sa maman, avait Loïc dans la poussette à côté de moi. Si tu veux, Loïc, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer avec son père qui est quand même absolument exceptionnel dans son côté communautaire, mais qui est complètement farfelu dans son approche et complètement fou dans son ride. Donc, si tu veux, je veux dire, d'avoir vu ça et d'avoir vu Loïc évoluer et avoir cet apogée-là, j'avais l'impression que c'était un énorme passage de relais qui avait tout son sens. Ça pourrait effectivement sembler être égocentrique, mais en fait, je te rejoins dans le discours, c'est-à-dire que tu as semé la graine quand même d'une sorte d'attente de relève type
Ah mais attends, championnat du monde à la maison 2022, on peut pas faire autrement que faire péter. Enfin, je veux dire, et effectivement, tu as montré que c'était possible Ouais. et les autres derrière. Et c'est pour ça, je suis pas le genre de personne à me tirer la couverture en permanence, etc. Mais en tout cas, tu me demandes comment je l'ai ressenti, c'est comme ça. Et je suis très honnête, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai vraiment ressenti comme ça et le truc, je l'ai vécu. Et puis, ce qui était beau, c'est qu'il y avait encore certaines personnes dans l'organisation de 2004 qui étaient présents. J'ai des amitiés sur ces 20 ans de vie qui se sont créées, qui sont comme une seconde famille pour moi, parce que derrière les G2004, s'il y a une chose à garder, c'est mes amitiés que j'ai gardées sur place et le lien que j'ai avec le lieu, etc., bien plus que le titre en soi. Et ça, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'était fabuleux, sincèrement. Bon, maintenant, on peut passer, je pense, à Livigno, qui, comme on disait il y a 25 minutes peut-être déjà, était également un run de fou. Tu peux nous expliquer pourquoi, comment En fait, Livigno, ça a été beaucoup plus compliqué que Léger. Je t'explique pourquoi. C'était l'arrivée dans les années de 5000. Donc, il faut savoir que 5000 fait 3 OG. Et surtout, on avait Greg Minard avec le Honda, qui avait une avancée technologique qui était énorme. Et moi, avec mon Kona et mon ingénieur, on s'est dit, là, il va falloir quand même se creuser la tête pour aller gagner, quoi, tu vois. Et en fait, je vais à Livigno, je connaissais pas le site, je prends mon vélo, je me mets à rouler, et j'arrive en bas, je fais une dizaine de runs, je regarde mon mécano, je dis, mais ça va pas du tout, quoi. Quand je te dis ça va pas du tout, ça va pas du tout. On peut pas être compétitif sur cette piste-là avec ce qu'on a là. Ça va pas du tout. Les vitesses moyennes sont trop hautes, tout est défoncé, les suspensions ne marchent pas, j'ai pas de grip. C'est une catastrophe. J'ai pas d'appui. Et là, par contre, on a fait un hiver et une préparation qui était complètement délurée. Où là, j'ai commencé à réfléchir les géométries de manière très poussée. On est passé, je pense, si je dis pas de bêtises, on a dû passer de 700 à 750 en guidon, ce qui était déjà une énorme ampleur. On était passé à des moins 15 en dessous du niveau du boîtier par rapport aux axes de roue. On est passé sur des angles de chasse de quasiment 59,5, donc sous 60. Et on a surtout assis le vélo avec un ratio de compression qui était complètement dingue pour arriver à tenir la hauteur de débattement sans pour autant avoir un ressort trop dur, pour garder un minimum de sensibilité à l'arrière. Et là, si tu veux, on avait développé vraiment la première machine qui avait une géométrie vraiment avancée. Et d'ailleurs, je me revois dans la queue du télésiège à côté de 5000 sur l'Aéronos de l'époque, donc qui était le Aéronorth. Donc à côté, et il était assis comme ça, il regarde mon vélo, il regarde le sien, et il me dit, bro, I do feel that sitting next to you, I am on a BMX. Il m'a dit, j'ai l'impression à côté de toi d'être sur un BMX. Mon vélo était tellement long. J'avais quand même un reach de, je sais plus si à l'époque, j'étais pas en 485, ce qui était à l'époque un truc de malade. On avait rallongé le bras banane. Le vélo, il était posé par terre au ras du sol. On avait bétonné les suspensions. Et moi, j'avais fait une prépa physique de malade en me disant, de toute façon, faudra tenir, on tiendra, quoi. On tiendra. Et nous voilà partis dans les histoires de géométrie, de compréhension, où là, on a vraiment, le vélo avait plus rien à voir avec un vélo de série. Jack, il avait poussé l'hydraulique de la fourche aux limites. Et on fait le plus beau run, je pense, de ma carrière à l'époque. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce run, justement? Il était parfait. Il était parfait, c'est-à-dire que avec le soutien de l'équipe de France, Manu Hubert, que je salue et que je remercie pour toutes les performances à l'époque. Avec qui j'étais hier. Donc, tu vois, si tu veux, je lui avais dit, écoute, il faut qu'on travaille les lignes. Il faut qu'on ait du staff sur la piste, comme on l'a aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pas le cas. Il faut qu'on ait du staff dans chaque passage. Il faut qu'on choisisse la bonne ligne. Il faut pas qu'on se trompe. Donc là, lui, il avait creusé et comme on était tous les deux fans de ski, il m'avait dit, on va travailler comme dans le ski. Le ski, ils ont des coachs quasiment à toutes les portes. On va amener du monde et on va mettre du monde à tous les secteurs. Et on a émis du monde à tous les secteurs. Et il était arrivé avec un truc qui est standard tendance, mais avec un mec qui faisait ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelait Dartfish, où il est venu avec les caméras. Et on avait des mecs pendant les entraînements qui filmaient. Et tous les soirs, on montait mes passages avec les passages de la compétition.
Et si tu veux, on calait les runs. Si tu veux, de manière comme un puzzle, en disant, voilà, ce passage, il faut être à tel endroit, du coup, il faut sortir comme ça. Le run d'avant, il faut être à tel endroit, donc il va falloir se placer là. Et on avait monté le run idéal et le run parfait. Et j'avais réussi à le mettre en place avec un vélo qui était préparé exactement comme il le fallait pour ce jour J. Donc, ce logiciel, juste pour préciser, c'est le type de logiciel qui te montre où t'es par rapport aux autres. En fait, tu compares les images. La caméra bouge pas. Oui. Et tu overlaps complètement les deux pilotes. Donc ça, aujourd'hui, c'est standard, tu le vois partout. Mais à l'époque, c'était super advanced. Et en fait, si tu veux, on calait les images les unes sur les autres. Et ça nous permettait de voir... on calait les deux pilotes à l'entrée du passage, de voir qui sortait le plus vite. Et en fonction de la trage que prenait le pilote, mais on se disait... Et alors, ce qui était super dur, c'est que des fois... ma trage la plus rapide était pas forcément la même que le voisin parce qu'on n'avait pas le même style de pilotage et pas le même vélo. Donc l'analyse, il fallait qu'elle aille super loin parce que mon vélo me permettait de faire certaines choses, mais d'un autre côté, m'handicaper dans d'autres. C'est-à-dire que dès que le virage était serré, j'arrivais pas à tourner. 59,5 degrés d'angle, t'imagines bien que le vélo, il tournait pas. Autant en ligne droite, le vélo, c'était une machine de guerre, ce qui était important pour le dernier secteur. Autant quand on était en milieu de piste, il y avait un passage dans le bois avec quasiment 2 épingles. Si je soulevais pas l'arrière, le vélo, il tournait pas. Donc, je faisais des quasi nose wheelie à 30 à l'heure pour arriver à placer le vélo, quoi. Donc, si tu veux, le challenge était bien présent, quoi. Alors, ensuite, il y a 2007. 2007, Fort William, avec quelque chose de particulier, c'est que tu t'es blessé au pied. Ouais. Tu peux nous dire un peu comment t'as vécu ce championnat du monde. Déjà, qu'est-ce qui t'est arrivé au pied et comment t'as préparé, vécu et comment t'as fait ce championnat du monde. En fait, si tu veux, derrière 2005, il faut savoir que le podium en 2004, c'est Barrel, Minard, Hill. Et le podium en 2005, c'est Barrel, Hill, Minard. Donc, tu savais qui étaient tes adversaires, quoi. Donc, en 2006, je prépare les championnats du monde en Nouvelle-Zélande et malheureusement, je me blesse. Je peux pas courir. Retour en 2007, donc toujours sur Kona à l'époque, et on savait qu'on avait un désavantage technologique majeur par rapport à l'Aéronorth et au Honda. Donc, si tu veux, on était quand même à se battre un peu. Et donc, du coup, on fait 2006 blessé et 2007, les dents longues, à prendre des risques pareils. Je me casse le pied 3 semaines avant les championnats du monde. Et comme j'ai loupé les championnats du monde de 2006, on était en fin de contrat en 2016, je dis à mon mécano, à Paul, je lui dis, mais c'est pas possible. On peut pas louper 2 championnats du monde. On sait qu'on est capable de gagner des Coupes du Monde, d'être là, etc. Mais moi, à l'époque, ce qui me plaisait et ce que je voulais, c'était être champion du monde, quoi. Et du coup, on relève un défi un peu fou, on dit, on va rouler quand même. Rouler quand même. Alors là, les médecins, je te laisse imaginer comment ça vous allez rouler quand même. Donc j'avais une fracture derrière le premier métatarse, donc derrière le gros pouce, au milieu du pied, et les médecins me disent mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire du vélo de descente, pas faire ça. Donc on commence à réfléchir, pareil, biomécanique, etc. Et là je me dis c'est pas compliqué, il faut que je roule avec un plâtre. Donc on a réfléchi loin, comment on roule avec un plâtre, comment on fait. Bon bref, les gens te freinent de suite parce que quand tu es engagé dans la compète, tu réfléchis avec des idées complètement débile, si tu veux. Il y a des moments où tu perds un peu la raison, et en réfléchissant à cette idée de plat, de truc machin, je dis mais attends un peu, on avait quitté, on était venu dans des chaussures plates à cette époque-là, on commençait à avoir les cheveux plates. Je dis mais attends, on va utiliser une chaussure rigide. On va utiliser une chaussure rigide. Donc là, je me dis, on va faire une chaussure en carbone béton et je vais bloquer le pied. Sauf que tu imagines bien, une chaussure en carbone béton, effectivement, tu stabilises le pied et la fracture ne bougeait pas. Mais par contre, je te laisse imaginer la vibration et la quantité de vibration que tu reprenais dans la fracture. La douleur était insoutenable. J'avais beau être dur au mal, c'était insoutenable. Donc là, nous vient l'idée avec Paul de creuser la semelle sous la chaussure en carbone. On injecte un tampon de silicone sous l'appui du pouce pour tamponner la vibration au niveau de l'appui intérieur du pied pour avoir plus d'appui sur l'avant, si tu veux. Et derrière, on enveloppe l'endroit de la fracture avec du néoprène, avec une chaussure en carbone complète, rigide, quoi. Donc, et on se dit, on va rouler comme ça, on va la tenter. Donc j'appelle Manu valide, les médecins disent, ok, de toute façon, au pire, tu restes le pied cassé, ça consolide pas et on fera ce qu'il faut après. Tout le monde valide, donc nous voilà partis pour 3 semaines d'aventure. Mon mécano qui prépare le vélo, qui roule lui-même. Moi sur le côté de la piste avec les béquilles qui regarde comment le vélo fonctionne. Et surtout, je me dis, là, il va falloir faire une prépa mentale béton
parce qu'il va pas y avoir beaucoup de runs. La piste, je la connaissais. Il faut que dans la tête, tu sois plus solide que les autres, quoi. Donc là, juste un petit focus, mais quand tu dis que ton mécano roule, c'est-à-dire qu'il roule à ta place. C'est ça. Ouais, il est monté sur le vélo. C'était un pilote qui avait à peu près mon gabarit et mon poids. Donc, du coup, on est allé dans des pistes qui ressemblaient un peu au Pierrier de Fort William. On filmait et on travaillait, on regardait le travail du châssis. On essayait d'équilibrer les suspensions. Il faisait les testings lui-même en se disant, ben voilà, prépare la machine. Et le jour J, je monterai sur la machine et ça ira, quoi. Donc, tu as fait combien de runs au final avant le run de course? Alors, déjà, j'ai fait les recos en béquille. Donc ça, c'était le premier point. Donc je te laisse imaginer parce qu'on sous-estime souvent l'influence des gens qui parlent, du milieu, quand tu es sur site. Donc si tu veux, il y a toute cette pression-là où les gens se disent, bon, c'est bon, t'es complètement débile, qu'est-ce que tu fais là avec tes béquilles, tu vas pas rouler, soit ce que j'entends et ce que je suis prêt à encaisser. Et en fait, du coup, je pouvais pas faire beaucoup de runs parce qu'il y avait la douleur au pied, il y a ce qu'il fallait. Donc je fais 6 runs d'entraînement. Mais par contre, j'ai fait 6 runs d'entraînement, mais j'ai peut-être fait 300 runs dans ma tête avant d'arriver sur piste. C'est-à-dire que il faisait beau chez moi. À l'époque, on avait des MP3. Je m'étais téléchargé, je me rappelle, des musiques de pluie et de vent, parce que faut savoir que Fort William, c'est un environnement qui est assez austère. C'est pas très clément. Pour ceux qui le savent pas. Voilà. Donc, ouais. si tu veux, je me mettais des sons de pluie et de vent dans les oreilles. Je me conditionnais. Je me mettais l'hiver et dans une condition de froid, je me mettais torse-poil dehors pour avoir froid, si tu veux, et je visualisais mes runs de préparation avec l'énergie qu'il fallait, en me disant le rythme, les trajectoires, l'intensité, comment je vais caler mon run, et je pense que j'ai fait 200, 300 pistes dans ma tête avant d'arriver sur place. J'ai juste eu à m'adapter aux conditions de course et à modifier les quelques lignes qu'ils avaient changées sur le tracé. Donc avant de parler de la prépa mentale sur ce run-là, mais du coup, le résultat? Et du coup, ben voilà, on fait une petite erreur stratégique. Alors qu'on maîtrise ou pas, c'est qu'on part un peu plus tôt que Sam Hill au départ. On prend du vent et j'ai enlevé 3-4 tir-off alors qu'on espérait pouvoir en enlever que 1 ou 2. Et je fais médaille d'argent avec le pied cassé à 0,72, je pense. Donc à moins du seconde sur piste comme Fort William, qui est très longue, 4 minutes à l'époque. Je finis à 0,72 de Sam Hill, qui conserve son titre qu'il avait pris en 2006, du coup. Et voilà, ça s'est joué à 3 fois rien, mais c'est, comme je l'ai dit à l'époque, pour moi, c'était une médaille d'argent qui valait de l'or. Ouais, c'était un peu l'idée. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec l'aspect mental un peu de la discussion après, je me rappelle très clairement de ma phrase parce que j'avais bien réfléchi, parce qu'à l'époque, on faisait des newsletters. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Et le titre de la newsletter, j'avais mis, c'était parce que le charbon se transforme en diamant, sous la pression que le charbon se transforme en diamant, que des fois, une médaille d'argent peut valoir de l'or. Ouais. Donc, si tu veux, cette capacité de se transcender, cette capacité, quand tout le monde te dit non, de te dire non, mais moi, je pense que c'est faisable et je vais le tenter. Et je vais le tenter parce que j'ai pas peur de perdre et que j'ai pas peur de retomber. Cet aspect-là à mettre en place dans la compétition, c'est un outil qui est absolument incroyable et qui permet de repousser ses limites bien plus que ce que des fois l'environnement sociétal peut te donner. Alors, on en a parlé avec Amaury de la première fois où lui a été en contact avec c'est Gérald qui faisait de la sophro sur des stages de l'équipe de France, et où il s'est dit mais qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ton délire, enfin voilà, il n'y a pas du tout cru. Puis après il s'y est mis parce qu'il s'est rendu compte que, mais toi, qu'est-ce qui comment t'es arrivé, enfin comment la prépa mentale est arrivée à toi? Alors il y avait déjà un terreau sur le côté bon bah ok, je me focus et je sais que je dois gagner, je sais pourquoi je suis là, mais la prépa mentale, c'est quand même un autre bloc que t'empiles dessus. Comment c'est arrivé et pourquoi t'as décidé d'y aller à fond et de l'utiliser? Je me permets de reprendre un peu la base de ce que tu évoques, c'est que en fait le terrain, non, il n'y était pas. Le terrain, il n'était pas dans l'approche pointilleuse, technique. Tout ça, c'est venu après. Moi, mon terrain de base, c'est un côté hargneux. Le terrain de base, c'était ma combativité. Mais ma combativité, quand j'ai commencé, elle m'a aidé à arriver à un certain point, mais elle a de suite été un frein parce qu'en fait, pourquoi la prépa mentale? Parce que tous les départs, je faisais 500 mètres, je me prenais un arbre. Parce que j'avais tellement cette envie d'en mettre que je faisais que chuter. Je faisais que me blesser. Il y a un moment où je me suis dit, non mais c'est pas possible, tu arrives pas à mettre le puzzle en place de manière correcte, il doit y avoir des outils.
Et ces outils, j'ai commencé à rechercher, à me renseigner. J'étais allé voir ce qu'on appelait à l'époque des psys. Je faisais que des trucs qui me convenaient pas, qui me plaisaient pas, qui étaient trop gourous, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui venait du sport, qui m'a dit, mais on peut faire de la préparation mentale. Et lui, si tu veux, il m'a ferré, entre guillemets, dans son approche, ou dans le sens où il m'a dit, mais moi, ce que je vais te faire, c'est, je vais pas te chercher à te changer. Je veux pas te changer, tu es très bien comme tu es. Par contre, je vais te donner des outils. Et là, il a commencé à m'intéresser. Parce que les psys, quand tu te pointes et qu'ils te disent, ben voilà, vous avez un problème, on va essayer de le solutionner. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais j'ai pas vraiment de problème. J'ai un problème en course, mais sinon, dans ma vie, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème à solutionner. Donc déjà, le mec, il t'approche en te disant, t'as un problème. Alors que là, lui, il était plutôt dans de dire, on va transcender ce que tu sais faire et qui tu es, et on va te donner des outils, tu vas choisir ces outils, et puis grâce à ces outils, tu vas progresser. Tu vas faire ta propre expérience, et puis surtout, tu vas développer tes propres outils. Et si tu veux, c'est là que j'ai commencé à mettre le doigt là-dedans, et je suis 100% honnête avec toi, sur ces 30 ans de carrière, si je devais garder qu'une seule chose, c'est cet apprentissage-là. L'apprentissage sur soi, l'apprentissage sur la compréhension du monde et la compréhension de l'autre. Parce que quelque part, on est des individus, des animaux qui sont faits pour vivre en groupe avec de l'ego. Donc, si tu veux, il y a une espèce de déséquilibre où tout le monde veut être intégré, avoir de la reconnaissance et exister, mais par contre, tout le monde veut que ce soit lui-même et pas l'autre. Donc, si tu veux, le milieu de la compétition est une école de la vie absolument fabuleuse, parce que tu vis en décuplé ce que tu vis du quotidien d'une vie normale, et tu as la possibilité de l'imprégner, de le comprendre, de l'analyser, et surtout de progresser au travers de tout ça. Quel est l'outil qui t'a le plus, il devait y en avoir un, ou les outils qui t'ont le plus aidé? On a beaucoup vu de visualisation, tu nous en as parlé. Moi, je pense que c'est l'outil majeur, oui, Ouais. clairement, parce que aujourd'hui, alors, je dirais pas c'est l'outil majeur, parce qu'en fait, la visualisation est un outil d'un outil. L'outil majeur, c'est un mot qui est très fort et qui va aller très loin. C'est la croyance. C'est le fait de croire. Donc ça touche à plein de sujets. Ça touche à la religion, ça touche à la société, ça touche à plein de sujets dans la vie de l'homme, la croyance. Et je ne parle pas de la croyance religieuse, je parle de la croyance, le fait de croire. Le fait de croire en quelque chose. Croire en la vie, croire en soi, croire en la destinée, croire en l'autre, croire en tes équipes. C'est un tout, la croyance, si tu veux. Et la croyance, en fait, elle se développe par le biais de différents outils, dont la visualisation. La visualisation te permet d'automatiser et de rendre instinctif un mode de réflexion qui devient, après une certaine compréhension, totalement intégré. Et le jour où tu l'as intégré, c'est quelque chose qui devient automatique dans ton propre talent et dans ce que tu es. Ça, c'est vrai pour un geste donné qui peut être aussi basique qu'un geste sportif, mais ça peut être vrai dans la manière dont tu te lèves le matin, dans la manière dont tu te couches le soir. Tu vois, les gens sont toujours impressionnés de ma faculté à m'endormir. Je me suis endormi, j'ai appris, parce que j'avais du mal à dormir avec le stress des compétitions la veille. Donc, je me suis entraîné, c'est des techniques qu'ils utilisent d'ailleurs dans l'armée, les militaires, je me suis entraîné à un protocole spécifique à dormir. À n'importe quel moment de la journée, en 15-20 secondes, je m'endors. Parce que j'ai programmé mon corps avec un certain nombre de codes précis de gestuelle et de mentalisation qui font que je m'endors immédiatement. Et ça, si tu veux, c'est des choses que tu peux entraîner à plein de niveaux. Et on sous-estime la force du cerveau, la force du corps vis-à-vis de ce qui peut être fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit toujours qu'un sportif, il a su se transcender au moment de l'événement. Parce qu'en fait, il arrive à se transcender parce qu'il arrive à se mettre dans cette condition mentale idéale et parfaite qui est propre à lui-même, qui va faire exceller le geste rationnel par le biais de l'émotionnel. Et ça, c'est ce qui fait qu'un sportif est capable d'aller chercher l'excellence ou pas, à mes yeux. Mais là, tu parles du sportif, mais de ce que tu dis... Non, je te parle dans la vie. Alors oui, mais... Je ne parle pas que du sportif. Bien sûr, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que on associe beaucoup la prépa mentale à la compétition. Mais quand tu me dis... C'est très français, hein, ce que tu dis. Oui. C'est très français. C'est très français. C'est pas vrai dans toutes les cultures. Mais du coup, quand tu me dis... moi, en fait, je me suis conditionné à pouvoir m'endormir en 15-20 secondes. Enfin, il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil qui pourraient... ce n'est qu'un exemple, mais
pour toi, si je comprends bien, en fait, la prépa mentale, c'est pour la vie, pour tout le monde. Euh, Comment on y rentre? Comment est-ce que les gens qui nous écoutent demain, qui sont des pratiquants, mais qui peuvent ne pas forcément être des pratiquants, mais comment est-ce que ces gens-là peuvent s'introduire, on va dire, commencer à ouvrir des portes? Comment est-ce qu'on y... Déjà, il faut savoir que dans les cultures anglophones, la partie prépa mentale dans le business, dans les affaires, c'est quelque chose qui est très développé. Tout comme ça l'est dans le sport de haut niveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi les gens sont très réfractaires à l'aspect prépa mental et psycho? C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de psychologue, les gens, ils font 3 pas en arrière. Comment ça, psychologue? Ils vont toucher à mon cerveau, ils vont modifier mon cerveau, mais j'ai pas de problème. Comme je te l'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'aller chez un psy, j'ai pas de problème. Mais on n'a jamais inclus dans la culture, ouais, mais je peux aller voir quelqu'un pour progresser. Pourtant, tu retrouves des stages de formation dans les sociétés, pour plus tu montes dans des postes, des formations qui te permettent d'être performant dans ton travail, mais tout le monde a compris qu'il fallait être performant aussi à côté de son travail dans sa vie du quotidien pour être performant dans son travail. Un athlète de haut niveau, s'il n'est pas bien posé dans sa vie, qu'il a des problèmes familiaux, il va pas performer. Au même titre qu'un CEO d'une grande boîte, s'il a des problèmes familiaux, il va pas faire les bons choix. Donc, si tu veux, tout cet aspect, oui, il touche à tout le monde et il touche à n'importe quel individu. Aujourd'hui, si vraiment tu veux t'y mettre et si tu veux pratiquer, il y a à boire et à manger. Ça, c'est le deuxième problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la dogmatisation. Il y a quand même pas mal de problèmes qui sont très axés sur de la religion extrémiste ou encore des entités qui sont limite un peu, si tu veux, dogmatisées, si tu veux. Et il faut pas partir là-dedans. Parce que si tu veux, la croyance peut faire de très belles choses, et l'histoire nous l'a montré, mais elle peut aussi faire des choses terribles. Et ça aussi, l'histoire nous l'a montré. Donc, si tu veux, c'est un outil qui se modernise, avec qui il faut être encadré avec des vrais professionnels et des gens en qui, forcément, il y a un lien de confiance qui s'est créé. Et là, si tu veux, tu arrives à vraiment travailler sur de l'outillage qui est concret, aussi bien dans le prendre soin de soi physique que dans le prendre soin de soi mental, qui vont de pair. Et il y a de plus en plus de professionnels dans cette partie-là. Et c'est vrai que souvent, ça passe par la pratique du sport et le prendre soin du corps en parallèle du prendre soin de l'esprit. Okay. Donc, si demain, les gens qui nous écoutent veulent commencer, c'est quoi? Sophrologue, sophrologue, psychologue de la performance, ouais, qui existent, qui sont souvent... Alors, la sophrologie, il faut savoir que c'est un des outils de tout ce qui peut être fait en psychologie. Ouais. Tu peux faire du comportementalisme, tu peux réfléchir avec de la philosophie, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés. Le simple fait de se poser déjà la question emmène déjà les gens dans certaines directions, et il y a des professionnels qui sont capables de travailler là-dessus. Ouais. Donc on mettra quelques petites ressources, peut-être que tu nous partageras des liens qu'on mettra dans la description. Oui, avec plaisir. Ouais. Pour faire le lien aussi avec ce dont tu parles, on a un exemple qui est absolument fascinant, qui est l'exemple de Yanis Pelé, que tu as accompagné. Alors pour ceux qui connaissent pas Yanis, il s'est fracturé vertèbre cervicale. Tu peux nous dire un peu, nous raconter aussi un peu son histoire rapidement? En fait, Yanis Pelé est un jeune de chez nous qui a eu un grave accident avec un hématome sur la colonne qui lui a complètement coupé de l'utilisation pendant de ses jambes. Donc, il s'est retrouvé du jour au lendemain paralysé, sans possibilité de bouger, avec un hématome sur la colonne qui appuyait sur le corps vertébral et qui empêchait toute connexion avec les jambes. Donc, si tu veux, beaucoup de mal à drainer cet hématome. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec les connexions nerveuses, c'est que si elles restent inutilisées pendant un certain temps, elles meurent. Donc, si tu veux, il y a derrière Yanis, son cas m'a interpellé. Pourquoi? Déjà, de par l'amitié que j'avais pour lui, on s'est rencontrés au travers de cette blessure, mais c'était un enfant de la région, un local de chez nous, si tu veux. Mais c'est qu'en fait, en 2014, je me suis gravement blessé au dos sur une coupe du monde d'enduro, où j'ai eu une triple fracture et où les médecins m'ont dit il faut absolument mettre des barres, il faut bloquer, il faut arrêter le vélo, c'est plus possible. Donc, si tu veux, j'avais traversé une expérience de rééducation sur ce travail-là, qui avait été, pareil, une grosse utilisation de mon mental et une certaine rhétorique vis-à-vis de l'avis du corps médical avec lequel je me sentais pas du tout en phase, quoi. Et quand il est arrivé ça à Yanis, avec un avis des médecins qui était plutôt pessimiste, voire
très négatif. Je me suis dit, même si ça marche pas, tu te dois de partager ton expérience avec lui. Tu te dois d'évoquer certains outils. Donc, j'appelle Yanis, je lui dis, écoute, je sais pas si ça va marcher, mais moi, je pense que ça peut marcher. Et si tu y crois, moi, j'y crois avec toi et on met un travail en place. Et on a mis un travail en place de visualisation, de rééducation, de croyance dans sa capacité à remarcher. Et en fait, j'ai découvert un personnage au travers de cette aventure de vie-là qui a su se transcender et qui a transcendé son existence. Et je pense que c'est peut-être, ça paraît fou de dire ça, mais une des plus belles choses qui a pu lui arriver dans sa vie. Parce qu'il a grandi de cet échec ou de cette chute, il a grandi d'une manière exceptionnelle. Aujourd'hui, le gamin, il passe un message qui est absolument fabuleux, avec un côté orateur qui est exceptionnel, dans la capacité de se transcender et d'avancer et de croire en sa capacité de revenir, de se rééduquer et d'atteindre un objectif. Et il a mis une énergie en place dans son retour qui était absolument fabuleuse. Et l'histoire est belle. Et j'invite, dès que ça sera disponible sur le net, mais j'invite tout le monde à regarder son film, bien sûr. Donc Beyond Prognosis, dont on mettra le lien. Donc le titre, derrière le pronostic, donc au-delà du pronostic. Pourquoi ? Parce que tout le monde disait tu remarcherais pas. Tout le monde lui disait tu vas pas remarcher. Et moi j'étais là, j'ai dit mais oui, si tu y crois et si tu as envie, tu remarcheras, n'écoute personne. Vas-y, j'ai des frissons d'en parler. Et en fait, si tu veux, le moment où je lui dis ça, le gamin dans ses yeux, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une flamme que tout le monde a éteint. Parce que tout le monde lui a dit que c'était fini. Et le gamin, il a cette flamme qui revient dans son œil et qui se dit mais putain, il y en a un qui croit en moi, quoi. Il y en a un qui y croit, quoi. Donc, si on y croit ensemble, on va y arriver. Et la première personne qui doit y croire, c'est moi-même. Et le gamin, il prend ça à bras-le-corps, il prend un calepin, il écrit, il se lève tous les matins, il fait. Et en fait, si tu veux, au travers de ça, je me suis vu, moi, quand j'ai cassé mon fémur, comme un peu un idiot à faire des abdos à 2h du matin, le lendemain de ma fracture du fémur, en me disant, je vais pas me laisser abattre, je vais pas laisser mon haut du corps faiblir, je vais passer 12 mois à rééduquer ce fémur, mais par contre, je vais me battre. Le jour où je me suis cassé le dos, où ils m'ont dit ça, je dis mais jamais de la vie. Moi, je vais pas arrêter le vélo. J'ai fait de la table d'inversion. Je me suis remis à bouger sous l'eau avec des bouteilles parce que je supportais pas la gravité de mon corps. Donc, je descendais des bouteilles dans l'eau et je me remettais à bouger dans l'eau. Si tu veux, pour recréer de la mobilité, j'ai nagé mais des kilomètres. Pour restabiliser mon dos, j'étais pas nageur. Je me suis mis à nager, mais je nageais des 1h30 en pleine mer pour arriver à me remettre sur pied. Et je reviens à la première course à finale après ma fracture du dos en fin de saison et je gagne. Tu gagnes parce que en fait, tu y crois. Tu y crois et que ta détermination ne s'arrête pas à ce que les gens peuvent te dire ou ce que la société ou les événements veulent te dire. Alors, j'invite tout le monde, à chaque fois qu'ils ont un genou, que vous avez un genou à terre, de se dire, mais à partir du moment où j'en ai un à terre, ça veut dire que j'en ai un pour me relever. Et de ne jamais baisser les bras. J'ai toujours dit, une des plus grandes expressions que j'avais et que j'utilise encore, c'est tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Chaque situation de vie, c'est comme le yin et le yang. Si vous connaissez le yin et le yang, dans le noir, il y a toujours un peu de blanc. Et à nous de faire l'effort de trouver du blanc. Et au même titre que dans le blanc, il y a toujours un peu de noir. Et si on fait l'effort de le trouver, on arrive à avancer à petits pas et on baisse pas les bras. Et en général, on arrive un jour avec patience à ce qu'on veut. Ouais, en tout cas, effectivement, une grosse leçon qu'on voit dans ce docu Beyond Prognosis. Donc, évidemment, je vous mettrai le lien, comme j'ai dit, mais effectivement, moi, j'ai pris une grosse tarte en regardant ce docu parce que ça permet de se dire aussi, ouais, moi, en fait, j'ai des problèmes, mais ils sont pas importants. Mais ouais, c'est chiant, hein, c'est sûr, hein, mais ouais, il y a des gens. Enfin, ça me montre, c'est très inspirant de voir qu'un jeune comme Yanis, comme ça, montre une telle détermination à revenir et à avoir une vie normale, alors que tout le monde lui a dit qu'il ne remarcherait plus. Donc, ouais, super. Tu touches à un point important qui est un des beaux outils aussi dans la prépa mentale, c'est que en fait, on s'aperçoit que le point de vue de chacun est très basé à notre référentiel propre. Donc, si tu veux, c'est pour ça que la seule chose irréfutable dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. Ça, on en est tous certains. C'est la seule chose où tout le monde te donnera la même réponse. Mais tous les autres sujets dans la vie, tu trouveras toujours quelqu'un qui trouvera un argument contraire. Toujours. Donc, la différence entre la subjectivité et l'objectivité, elle est toujours présente. La différence entre la réalité et la vérité qui est propre à chacun, elle est toujours différente. Donc, ce travail qu'il y a de juste distance quand on se sent vraiment au fond du trou,
il est toujours présent parce qu'il y a toujours pire, au même titre qu'il y a toujours mieux. Donc cet aléa émotionnel de compréhension, parce qu'on cherche tous à exister, par un geste ou par un autre, on cherche tous à avoir une existence précise dans ce qu'on essaye de faire, mais toujours réajuster notre référentiel par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et ça c'est un vrai travail et une vraie difficulté. Si on passe sur l'après-carrière, si on peut dire, qui est toujours une carrière, mais après-carrière compétiteur sportif, même si en fait tu t'arrêtes jamais, parce que t'as donc la passion me motive, donc. mais oui, non, mais parce que on a quand même en face de nous ce trophée quand même, qui est donc pour ceux qui écoutent ou ceux qui voient pas, mais c'est quand même. Allez, parle-nous de ce trophée. Et qu'est-ce qu'il a de spécial pour toi? En fait, si tu veux, j'ai arrêté la descente en 2011 sur une petite amertume. C'est que j'avais gagné les titres de champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Par contre, j'avais gagné multiples Coupes du Monde, mais j'avais jamais gagné le général de la Coupe du Monde. J'ai jamais eu cette capacité de trouver la constance, la régularité qui me permettait d'avoir les points pour finir bien dans le général de la Coupe du Monde. Donc, ma carrière a été remplie de coups d'éclat. Des très hauts et beaucoup de très bas. Et par chance, on voit pas trop les très bas, on voit beaucoup les très hauts. Mais il y a eu beaucoup de très bas. Des blessures, des difficultés, comme on l'évoque là, de manière très transparente. Donc, j'avais jamais gagné le général de la Coupe du Monde. Donc, j'ai arrêté la descente assez tôt. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression d'avoir quand même gagné ce que j'avais à gagner. J'avais plus, avec une certaine, je pense, maturité, l'égocentrisme d'avoir cette envie d'être numéro 1. Par contre, j'avais cette envie de me dire, je vais partager, par contre, tout ce que j'ai appris, comme on le fait là, je vais le partager à d'autres, si tu veux. Et j'avais commencé à le faire avec Damien Spagnolo, Florent Payette, Aurélien Giordanengo, Patrick Thom, donc, si tu veux, à l'époque, avec l'équipe Mondraker, que j'avais montée, donc à cette époque-là. Et donc, je me suis dit, je vais passer... donc, il y a eu toute l'histoire de l'enduro qui s'est greffée au milieu, qui n'était pas forcément prévue. Enchaîner les histoires avec Canyon, etc. Et puis, il y a quelques mois maintenant, presque années de ça, Warner Bros. Nous annonce la vraie Coupe du Monde de e-bike et donc la volonté de développer un gros e-bike. Nico qui était à fond là-dedans, je me suis dit, bah tiens, s'il y a quelque chose à faire, on va développer un vélo pour essayer de gagner cette course. Pas prévu de rouler forcément, mais de gagner ce nouveau challenge, tu vois. Et la marque me dit, bon, ben, si vraiment tu veux faire ce vélo, on va lui donner ton nom. Donc, il donne mon nom, on fait un Fabien Barrel réplica. Le Strive On. Le Strive On, donc c'était super cool, etc. Donc, ils me disent, ben, première course, on y va, quoi. Tu essayes d'y aller. Il me dit, ouais, on fait le lancement du vélo, tu fais la première course. Donc, je fais la première course à me taper avec de la bourre avec des jeunes qui avaient 20 ans de moins que moi. Super sympa. Et du coup, il se passe bien et que je gagne, quoi. Donc, du coup, on dit, bah, allez, bah, fais la deuxième. On fait la deuxième. Je me suis retrouvé en tête du championnat et je te cache pas que quand j'ai gagné la deuxième, c'est là que je me suis dit, mais attends, tu peux peut-être gagner ce que tu n'as jamais gagné. C'est-à-dire d'être capable d'aller chercher ce Graal de Coupe du Monde que tu n'as jamais eu. Et puis, je me suis pris au jeu à partir de la deuxième course. Et puis, j'ai fait une saison beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'aurais jamais imaginé. Et avec cette machine qu'on avait super bien préparée, donc toujours assez avant-gardiste. Et finalement, le seul titre qui me manquait à ma carrière, je suis allé le chercher à 43 ans l'année dernière en tant que vainqueur de la Coupe du Monde. C'est fou ça, parce que c'est vrai que des anciens champions qui sont passés à l'enduro, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Mais là, gagner le général de la Coupe du Monde, c'était grandiose. C'était grandiose. C'était grandiose. Ouais. Mais on a quand même reconnu aussi cette détermination, puisqu'à un moment donné, après, si tu veux, la première, j'y suis allé pas en dilettante, mais j'y suis allé, je dirais, avec une juste distance. La deuxième, on y est allé, je suis honnête, totalement pas préparé, du style 2 jours avant la course, complètement pas organisé. Et par contre, à partir de la deuxième où on a dit, bon, vraiment, on y va. Là, bon, j'ai dit, mais non, on fait tout ce qu'il faut. Si on décide d'y aller, on y va, quoi. Et du coup, ben voilà, on a utilisé les outils qu'on avait mis en place de par le passé. On avait développé une super machine. On a les chances que tous les partenaires ont joué le jeu. Et puis, j'avais été le premier à gagner la première Coupe du Monde d'enduro des EWS à Punta Ala en 2013. Et du coup, ben, j'aurais été le premier à remporter la première Coupe du Monde d'e-bike en 2023, 10 ans après, quoi. Et donc, tu as réussi quand même à combiner ça avec tes responsabilités chez Canyon. J'aimerais que tu nous en parles et que tu nous dises aujourd'hui quel est ton rôle chez Canyon.
Quels sont tes rôles chez Canyon? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns. En fait, si tu veux, l'histoire avec Canyon, elle s'est lancée de manière opportuniste sur la technologie du shapeshifter. C'est-à-dire que Mondraker, on arrive un peu à la fin du projet DH, j'arrête la DH. Eux ont la volonté de pousser l'aspect commercial un peu plus que l'aspect R&D et ma place, entre guillemets, un peu moins, je dirais, préconisante pour le job qu'ils avaient. Donc, ils souhaitaient bien sûr qu'on continue parce que j'étais comme partie de la famille, partie de l'histoire avec Mondraker. Mais je rencontre à l'Eurobike Roman Arnold, qui avait fait déjà un beau bout de chemin en vélo de route en termes de technicité. Ils lançaient à peine le VTT, ils n'avaient pas de technologie propre et par le biais de François-Xavier Blanc, qui était à l'époque, qui est un ami aujourd'hui, qui était à l'époque chez Mavic, me dit mais rencontre Roman, il faut que tu lui parles, c'est un personnage avec lequel vous allez avoir un fit. On se rencontre à l'Eurobike, le fit passe immédiatement, je pars 15 jours après à Koblenz lui présenter la technologie et ce que je voulais faire. Alors la technologie, tu peux en parler un peu quand même? La technologie, en fait, c'était les débuts de l'enduro. Et quand on parlait d'enduro, on parlait toujours de compromis. C'est-à-dire que tu réglais un vélo qui était à peu près bien pour la montée et à peu près bien pour la descente. Mais moi, surtout en tant que descendeur, descendre avec un vélo qui était à peu près bien pour la montée, j'étais hyper frustré. Je me disais, mais on est à des millénaires du potentiel de la machine, ça m'intéresse pas. Donc, si tu veux, j'avais commencé à l'époque avec Mondraker à réfléchir avec le système Thalas de chez Fox, de faire une géométrie variable, parce que moi, j'étais à fond, la géométrie et le centre de gravité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai une géométrie variable pour arriver à stabiliser le centre de gravité de l'athlète dans les deux cas. Et bon, ça pataugeait. Mondraker, ils étaient dans une autre version. On n'arrivait pas à trouver de solution. Et je présente l'idée et le concept sans la technologie même, mais de ce que je voulais faire à Roman. Et Roman me dit, écoute, voici mon ingénieur en chef. Si vous avez envie, on développe une techno et on monte une équipe. Et pareil, je devais pas courir l'enduro, je devais développer la techno, sauf que je lui ai dit, la techno, il faut la prouver, il faut la vérifier en compète, il y a que comme ça qu'on voit vraiment. Donc du coup, on embauche Joe Barnes à l'époque, Ludomé, qui était un Suisse, qui était à fond là-dedans. Donc on crée une équipe, Inestoma, et on dit, allez, on y va. J'appelle Michelin, avec qui j'étais en contact et tout, on monte une structure, Mavic, et on dit, allez, tout le monde est de la partie, on y va. Et on crée ce projet, on crée ce châssis. On commence à développer le VTT, donc on gagne des courses, on lance l'histoire, on fait 3 ans d'enduro, je gagne la première, donc moi, je lui dis, ok, je cours, mais pendant 3 ans, mais j'arrête après. Voilà, bref, je passe les détails, mais du coup, on lance la technologie et on lance le VTT chez Canyon. On lance la technologie du VTT chez Canyon. Et là, voilà, le marché décolle, la marque décolle, les idées fusent sur tous les niveaux. Et moi, je lui dis, par contre, faut aller en descente. C'est obligé, on fait de l'enduro et tout, mais à terme, je veux aller en descente. Et Roman respecte sa parole, on fait les 3 ans d'enduro, on développe la dernière année en 2015 de l'enduro, on développe le premier vélo de DH. 2016, je roule les premières courses avec le vélo de DH et 2017, on lance le team. Donc si tu veux, mon rôle chez Canyon, il est compliqué. Je gère les équipes Gravity pour la marque, parce que c'est un peu mon cœur de métier que je sais faire. Mais surtout, voilà, je suis très investi dans tout ce qui est stratégique, Advanced Research, donc toutes les idées novatrices, et le développement produit avec la marque. Donc, si tu veux, j'ai cette casquette un peu à tous les niveaux qui est vraiment sur la technique, la performance. Et aujourd'hui, la marque, c'est pas la mienne, mais c'est tout comme, et j'ai un lien émotionnel avec elle. Si on va à terme du contrat en cours, je suis à 15 ans de carrière avec eux sur 30 ans de ma vie, quoi. Et des concepts innovants, il y en a eu quand même quelques-uns dans ta carrière. Si on a parlé de l'étrier flottant, on a le forward géométrie quand même chez Mondraker. Avec des potences, alors c'était même pas de 0,2. Les géométries tout court, les angles de chasse, les positions des pédales, parce qu'aujourd'hui, ce que je t'évoquais tout à l'heure, les largeurs de guidon, tout ce qui est aujourd'hui, il y a plein de choses au niveau de l'hydraulique, il y a des idées, je réfléchis tout le temps, j'en ai plein, on en teste encore là aujourd'hui, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Si tu veux, j'ai toujours compris que la technologie à la fois faisait partie de l'industrie et faisait partie de la course, et comme c'est tout ça est lié à ma passion, ça me permet de cogiter et de réfléchir en permanence pour arriver à trouver des idées qui emmènent le rider de plus en plus en sécurité, lambda, et le rider de course de plus en plus rapide sur les courses, quoi.
Donc rider de plus en plus rapide sur les courses. On en a vu un très bel exemple avec Troy Brosnan récemment. Course, génial, ouais. Tu peux nous expliquer un peu le behind the scenes de cette victoire, de ce que tu peux nous partager? Il y a rien de secret, mais si tu veux, on fait un début de saison. Donc, on arrive avec ce nouveau châssis sur lequel on a travaillé pendant un an, que j'ai développé avec les ingés de chez Canyon. On a fait un gros travail pendant un an. Donc, j'ai fait tous les testings moi-même avant que les pilotes arrivent. Et une fois qu'on est à 80% du développement, on investit les pilotes pour aller chercher les 20 derniers pourcents. On attaque avec la première course avec Tané sur le podium, Troy, Lucas. On met tout le monde dans les résultats sur les 3 premières courses. Puis vient les courses un peu mouillées où on s'aperçoit quand même et humide et défoncé, où on s'aperçoit qu'on a quand même certains problèmes à la fois sur le châssis et sur les suspensions. Creux de saison qui est un peu compliqué où nos résultats baissent, si tu veux. Et par contre, Troy qui en parallèle nous annonce sa future paternité, donc quand même qui est notre leader. Donc on se retrouve aux mondiaux, Loudainvielle avec Troy qui est pas là, nous qui travaillons pour essayer de solutionner les problèmes de milieu de saison qu'on avait. Donc un peu de débat si tu veux. Et puis Troy, un accouchement qui a été un peu compliqué. Malheureusement pour sa femme, alors tout est clair, je rassure tout le monde, tout va bien, la petite est en super forme, donc du coup il est resté beaucoup plus à la maison que prévu. Et puis j'ai dit voilà, on a tout préparé, on y va, t'es chaud. Et lui me dit la semaine avant la course, on y va et j'y vais pour gagner quoi. J'ai dit écoute, ça nous va très bien avec ce qu'on a fait, c'est ce qu'il faut qu'on aille chercher, peu importe le général, peu importe ce qu'il en est, on va aller chercher. Et puis le fait d'avoir ton leader qui motive les équipes avec un tel discours, tout le monde s'est transcendé, surtout sur le travail qui avait été fait les semaines en amont. Il est arrivé le couteau entre les dents. Il arrive dès les premiers runs de course, poignet en coin, avec des retours très précis et très détaillés de ce qu'on devait modifier. Son mécano qui nous annonce que c'est sa dernière course, donc un surcroît émotionnel de motivation, parce que forcément tout le monde a envie de bien faire pour que ça se termine sur une note exceptionnelle. Et donc voilà, le puzzle s'est mis en place de manière parfaite. Et là, avant le run de course, les 10 derniers, il commence à tomber une pluie battante, les chronos qui reculent, les leaders qui restent devant. Là, je lui remets une grande partie de la victoire parce que au-delà du travail qui avait été fait par l'équipe et par lui en amont, il a su se pointer dans le départ avec la croyance nécessaire de se dire, peu importe le temps, j'avais dit que c'était mon week-end et j'y vais. Et il y est allé avec une détermination qui était inégalable. Et il nous fait un run de course où, effectivement, il gagne pour 0,06. Hein. Donc, on parle de rien. On parle de 0,06, donc 6 centièmes de seconde d'avance sur un run de plusieurs minutes. La poussée du vélo a été cruciale. Mais pourquoi ? Parce qu'il est venu pour ça. Et que depuis le début du week-end, il n'y avait pas de débat, c'était ce qu'il voulait, et il est allé chercher le moindre millième de seconde pour y arriver. Et ça, c'était une exemplarité de moments de vie, comme Yanis peut nous donner des leçons au travers d'une blessure, comme un Loïc a été capable de se transcender le jour J, ou encore un Loris dont on n'a pas beaucoup parlé, qui a fait un run de malade en Andorre. Si tu veux, c'est des moments de sport qui sont absolument exceptionnels, et qui communiquent un message à tout le monde en disant, voilà... Vous voulez quelque chose, vous voulez y aller, il faut y croire et allez-y, quoi. Et ne laissez surtout personne vous dire que c'est pas faisable. Ouais, d'ailleurs, en parlant de trucs pas faisables, on croyait pas trop au retour des skin suits. Ah ouais, tiens. C'est un bon sujet. Ouais, non mais super. En anglais, ils disent old school is the new school. Voilà. Toi, t'as toujours été un ambassadeur de l'optimisation dans tous les aspects, et donc pour toi, il y avait pas de sujet sur les skin suits. Ouais, même quand les visières avaient été, on va dire, imposées, obligées, sous des prétextes de style, on va dire. Toi, tu t'étais positionné en disant, attendez les gars, nous on fait un sport dans lequel on est souvent au-dessus des 50 km/h. Ça fait pas de sens de s'ajouter des appendices qui nous ralentissent. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ces skin suits qui ont été utilisés principalement par les pilotes Fox. Oui. Quel est ton avis par rapport à ça ? Mon avis, il est tranchant. Mon avis, il est tranchant. Déjà, à l'époque, on nous avait sorti cette loi et ces codes auxquels je m'étais totalement opposé. Loi qui n'avait pas été UCI. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Grouse Mountain en 2001, donc quand toutes ces histoires arrivaient, etc.,
ils étaient arrivés avec ces codes-là et si tu veux, ils avaient fait signer une pétition à tous les athlètes. Donc, il y avait 30 athlètes et ils étaient venus à moi en me disant, bon, tu signes la pétition. Je dis, mais moi, jamais de la vie. Alors, il faut savoir qu'il y avait 2 leaders, Steve Pitt et Greg Minard, qui étaient dans les avant-gardistes de cette idée-là. Et moi, je leur avais dit, mais je suis désolé, les gars, même si tout le monde signe, je signe pas ça tant que le discours est pas très clair. Si on me dit on utilise tel matériau, telle taille, telle amplitude, etc., et que les choses sont claires, ça va. Mais se dire on roule avec des vêtements baggy ou pas, ça, c'est pas un cadrage de la règle et de la logique. Et d'ailleurs, en 2001, je gagne pour 0,01 à Grouse Mountain devant Chris Kovarik qui roule en baggy et moi en skin suit. Donc le mec, il a loupé une Coupe du Monde, une victoire de Coupe du Monde, sûrement la seule de sa carrière qu'il aurait pu. Parce qu'il a pas mis la combinaison adaptée. Mais moi, c'était à des millénaires de ma réflexion, au même titre que le drapeau rouge de chez GT à l'époque. Moi, j'y allais pour gagner, on était là, on faisait tout ce qu'il fallait pour gagner dans le cadre du règlement. Donc après, ils ont sorti cette règle complètement aberrante où il fallait passer 3 doigts sous le maillot pour que donc c'était écrit comme ça dans les textes, pour que le maillot soit validé et que ce soit un maillot en 2 pièces. Bon. Il y avait une règle de l'UCI qui était une mauvaise règle à mes yeux parce qu'elle n'était pas vérifiable. Parce que si je mettais du lycra, concrètement, tu passais 3 doigts de la même manière et tu avais quand même cette amplitude de manche, tu pouvais mettre quelque chose de serré. Donc si tu veux, il y avait une aberration pour moi dans tout ça où je disais mais les gars, tu crois qu'en MotoGP ils mettent des visières et ils mettent des fringues qui flottent? Non, ils ont des combis aérodynamiques. Quand ils font un time trail, ils mettent le truc le plus aérodynamique possible. Je vois pas où est le débat. Donc la volonté des codes de motocross que j'entends, si tu veux, à l'époque, était allée presque trop loin à mes yeux. Parce que si tu veux, on est tout allé dans un débat. Donc après, on a trouvé un espèce d'équilibre où tout le monde s'est satisfait de tenues qui étaient pour moi relativement inadéquates. Et après, au fur et à mesure du temps, tout le monde est revenu doucement là-dessus en resserrant les tenues. Et la règle aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule règle existante dans l'UCI aujourd'hui, c'est que ça doit être en 2 pièces. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Si tu regardes les combis que portent aujourd'hui des athlètes, il n'y a qu'une marque aujourd'hui, ils portent des combinaisons de skin suit intégrales et ils mettent un maillot très moulant dessus sans manche qui a les mêmes codes couleurs. Mais aujourd'hui, que tu prennes une tenue 2 pièces, une skin suit ou quoi, ils sont tous en tenue hyper moulante. Mais pourquoi? Parce que quand on va en wind tunnel, on voit qu'il y a du temps à gagner et qu'aujourd'hui, quand une course de Coupe du Monde se joue sur 4 minutes à 0,06, donc à 6 centièmes de seconde, tout le monde veut être du bon côté du centième et pas du mauvais. Donc, si tu veux, il y a un moment, et même histoire avec les visières. Les visières, bien sûr que c'était très laid sans visière aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu regardes, toutes les visières sont évidées et toutes les visières sont aéro de manière à pouvoir faire le vent. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais une discussion assez dure avec Steve parce qu'il imposait à tout le monde ses visières, parce que j'avais à la fin, forcément, tout le monde est contre toi, donc tu suis un peu le flot. Et il était venu à un championnat du monde avec une visière cross-country sur son casque. J'avais dit non, mais t'es le premier à prôner le sujet. Et là, toi, tu viens avec une visière comme ça sur le casque. Je dis non, faut être cohérent. Donc en fait, si tu veux, toute cette histoire, c'était un débat intéressant qui fait l'histoire du passé. Mais il est très important dans un sport pour qu'il soit légitime que les règles soient des règles qui puissent être vérifiées et qui puissent être contrôlées. Une règle qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas contrôlable, n'est pas une bonne règle. Et là, aujourd'hui, dans le cas des tenues en Coupe du Monde, on est dans un folklore un peu aberrant. Et d'ailleurs, on en vient au ridicule de ce type de débat parce qu'on regarde Laurie Greenland à Mont-Sainte-Anne, il était en skin suit. Et pourtant, c'est interdit dans le règlement. Juste parce qu'il avait une 2e pièce dessus. Donc, il y a tout un débat à ce niveau-là. On va voir où ça ira. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre avec une règle, à mes yeux, qui est vérifiable et contrôlable. Alors justement, par rapport à là où ça va, est-ce que tu as l'impression que la descente et l'enduro, on peut prendre l'un après l'autre, mais est-ce que tu as l'impression que tout ça va dans le bon sens? C'est-à-dire l'élitisme, la sélection, l'absence de protection, plus de manches. Enfin, est-ce que les formats, est-ce que ce que Warner fait de la descente et de l'enduro, est-ce que ça te semble aller dans le bon sens? Je pense que Warner est une vraie opportunité. Je suis honnête avec toi, le sport était arrivé à un plateau de microcosme du vélo avec Red Bull, qui a été exceptionnel. Je crache pas dans la soupe, au contraire, il nous a emmené à un vrai niveau de professionnalisme et de moyens. Le seul moyen de passer cette étape, c'était de rentrer dans ce qu'on appelle l'extra-sportif, c'est-à-dire de sortir du microcosme avec des gens qui vont regarder le show,
parce que c'est du show, regarder le show alors qu'ils ne pratiquent pas et qu'ils ne sont pas des amateurs de VTT. Et Warner, aujourd'hui, a les clés pour rendre notre sport, entre guillemets, très interactif vis-à-vis du viewer lambda, si tu veux. Donc ça, je vois ça comme une très belle opportunité. Les formats qu'ils présentent sont bons, les formats qu'on a l'année prochaine. Les tendances et les perspectives font beaucoup de sens et rend le sport et la descente et le cross-country très élitistes et professionnels. Et l'objectif, c'est quoi ? Le benchmark, c'est quoi ? C'est le MotoGP. Si on arrive avec un niveau du MotoGP, de professionnalisme, de sponsors extrasportifs, etc., on va vraiment monter le niveau de la discipline. Et ça, c'est génial parce qu'on va avoir des moyens de R&D, des technologies, du staff et des compétences qu'on va pouvoir emmener dans le milieu. Ça va être exceptionnel pour toute l'industrie. Par contre, ils ont mis au milieu de tout ça l'enduro, l'e-bike, ils ont un peu tout mis dans la machine au départ. Et clairement, en passant à la moulinette, il y a des choses qui sortent de très bien pour la DH et le cross, mais toutes les disciplines, style le cross-country marathon, l'e-bike, l'enduro, là, on sait très bien que les prochaines années vont être très compliquées et que, à mes yeux, les racines de l'enduro et notamment de l'e-bike, c'est le communautaire. Et c'est la participation, ce qui est très éloigné des formats de Warner Bros. Et comme aujourd'hui, ils sont intégrés dans tout ce package, c'est des disciplines pour lesquelles je suis beaucoup plus inquiet. Ouais. Ok. Donc, quand tu donnes l'exemple, par exemple, du MotoGP, t'as MotoGP, GP2, t'as différentes catégories qui coexistent dans un seul et même week-end de course. Est-ce que ça, c'est tout simplement possible sur un week-end de compétition je pense que ça sera possible. Je pense que ça sera possible, mais en tous les cas, le format actuel dans lequel ils nous le présentent, c'est vraiment d'avoir tout ce qui est Coupe du Monde qui reste très élitiste et d'avoir des formats continentaux qui vont permettre pour les équipes à la fois de développer du matériel et des athlètes. Donc, on va avoir un format européen, un format nord-américain qui seront appuyés probablement sur les séries déjà existantes qui permettront aux équipes de faire tout ce qui est développement et formation d'athlètes. Et après, on aura des pilotes phares et élitistes qui seront eux présents dans les Coupes du Monde. Donc ça, c'est l'objectif à 2026, tel qu'on nous l'a présenté, 2026-2027. 2025, on va être encore dans les balbutiements. Et si tout ça se met en place, moi, je vois ça d'un œil très porteur avec un vrai professionnalisme du haut niveau. Ouais. Ok, alors qui porte les formats continentaux ? Aujourd'hui, on a les IXS. Aujourd'hui, en tous les cas, dans ce qu'on sait, c'est des rumeurs, tout ça. Moi, je suis là, il n'y a rien d'officiel et c'est Warner Bros. Qui sera plus à même de donner des lignes très claires. Mais a priori, pour le schéma européen, ça serait l'IXS. Et pour le format nord-américain, c'est le nouveau championnat qui vient d'être créé. Ouais. Ok, par Monster. C'est ça. Ok, très bien. Bon. Quel rôle tu as envie de continuer à jouer, toi, pendant le reste de ta longue carrière qu'on te souhaite je sais pas, mais... Comment tu vois, toi, la suite, l'avenir La suite, j'ai passion à ce que je fais. Comme je te l'ai déjà dit, ma passion est à des millénaires d'être éteinte. J'ai encore beaucoup d'idées. Je prends encore beaucoup de plaisir à rouler. Alors forcément, la performance est au fur et à mesure des années plus ou moins en baisse, forcément, par rapport aux autres. Mais par contre, il y a encore un ressenti de terrain. J'ai encore une vraie vision sur ce que je souhaite faire. Donc, il y a encore plein de perspectives. On a la chance de travailler avec une marque qui a un très, très bel avenir et qui nous donne les moyens d'avancer. Et ce, avec par exemple Denez également, avec qui on travaille sur l'airbag pour la protection des athlètes, ou encore avec Pirelli sur on travaille sur des grosses compatibilités et ce qui est possible au niveau pneumatique. Donc on a tout un volet de choses qui peuvent être faites avec ce que j'ai créé aujourd'hui, et la passion, elle est toujours là. Je pense qu'il y a un beau futur. J'espère arriver encore à rouler longtemps malgré toutes mes blessures pour pouvoir m'éclater, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pendant plusieurs années. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite ? Juste de continuer à rouler vite et à prendre du plaisir. et pas ajouter plus de fractures. Voilà, et essayer de rester sur le vélo au maximum, même si c'est vrai que la chute est une petite de mes signatures quand j'aime engager, mais c'est vrai que voilà, elle reste très présente dans le risque qu'on porte dans notre sport, et c'est pour ça que j'ai aussi foi à avoir mon petit garçon qui s'y met un peu trop à mon goût, avec un peu trop d'engagement d'ailleurs, d'essayer de vraiment avoir un sport qui est légitime, qui est structuré, avec
un aspect sécuritaire bien poussé, que ce soit au niveau des casques, au niveau des différentes protections et notamment de l'airbag qui j'espère va arriver très vite, de manière à ce qu'on ait une discipline qui soit légitime, qui soit casse-cou parce qu'elle le sera toujours, mais avec une prise de risque qui est quand même mesurée pour arriver à avoir un spectacle comme on l'a eu pendant les 30 dernières années, avec des hauts, des bas liés à l'économie, liés avec les médias, Internet qui est arrivé, les réseaux sociaux. L'histoire du vélo, elle est magnifique. Elle est magnifique pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes derrière, des hommes qui ont créé des choses incroyables avec une véritable passion. C'est un sport qui est communautaire, qui est convivial. Et ça, je pense que malgré le professionnalisme qui est mis en place, ça se perdra jamais. On vit des moments qui sont magiques et magnifiques, avec des gens qui sont très proches de l'essentiel parce que le côté nature, comme je le disais au début, est très présent. Et je pense qu'il y a encore un bel avenir pour notre sport et j'espère en faire partie. Ouais. Dernière question. Si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui ? Il faut qu'on entende Nico Vouilloz. J'espère qu'on arrive à le solliciter, et à l'avoir présent derrière le micro. Il est à l'origine de beaucoup de choses. Il y a plein de personnes. Il y a des Gary Fisher, il y a des José González aux États-Unis. Il y a plein de personnages qui seraient passionnants à entendre. Mais sur la scène française, Nico Vouilloz, qui a été un des premiers à aller à l'international, se taper la bourre avec tous les ricains, avec le VTT qui est quand même né à Marin County et ici, donc il était le premier à aller là-bas. Je pense qu'entendre sa parole, ça serait bien. Et je lui fais un énorme clin d'œil en lui souhaitant le meilleur pour la suite, en espérant le voir très vite derrière ton micro et surtout à nos côtés. Je crois que tu n'es pas le seul à espérer ça, parce que je reçois beaucoup de messages et d'ailleurs je remercie les gens qui nous regardent et qui nous écoutent pour tous les messages qu'ils envoient de cette énergie-là. On enregistre en marge du Rock d'Azur où évidemment il y a beaucoup d'entre vous qui sont et voilà, j'en profite pour dire merci parce que toute cette énergie des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils apprécient ce que je fais et ce qu'on fait ici, ça donne une énergie incroyable et ça donne envie de continuer. C'est la passion, c'est aussi pour ça que je suis assis avec toi aujourd'hui, c'est qu'on a vu au travers des épisodes que pour toi c'est pas un métier, c'est quelque chose d'engagé où tu le vis à 2000%, tu as vécu ces années, tu les vis encore aujourd'hui. Et voilà, l'émotion que tu as dans le discours en ayant un discours très relâché et très clair, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça que le VTT est. Donc, merci à toi de pouvoir nous faire partager ces moments aussi. Écoute, c'est avec un grand plaisir et à mon tour, je voudrais te remercier aussi parce que je parle pas vraiment de chance parce que j'ai un peu mis ça de côté. Je parle plutôt de privilège que je me suis octroyé de pouvoir parler avec toi. Et c'est ce que je fais avec En roue libre, c'est avoir l'opportunité de poser toutes les questions que j'ai toujours eu envie de poser à des gens comme toi, à des gens comme Nico, effectivement, que j'adorerais avoir. Et ça, pour moi, c'est un kiff monstrueux. On l'a vu aussi avec Cédric, c'était incroyable, un grand plaisir. Je parlais d'inspiration avant et tout le monde s'en rend pas compte, mais cette inspiration que des gens comme toi, des gens comme Cédric, Nico ou d'autres comme Loïc, Amaury aujourd'hui ont, ça a forgé moi ma passion en fait. Ça fait que ici je suis là à te parler aujourd'hui et que je compte pas les heures que je passe à monter ce podcast, mais ce que tu as réussi à transmettre comme énergie, comme passion, comme foi que j'appelle, on l'a senti, on le sent toujours et vraiment pour ça, tu ne m'inspires pas que moi, mais t'inspires d'autres aussi par ta longévité, par toutes les blessures que tu as eues et que tu as endurées, sur lesquelles tu t'es battu et que tu as montré que tu étais capable de justement passer outre. T'as pu et t'as su transmettre ça à des gens comme Yanis qui aujourd'hui à leur tour transmettent ça, et je trouve que c'est extrêmement puissant et ça, il y a que des grands athlètes, que des grands champions comme toi qui sont capables de le faire, et pour ça voilà, je voulais te remercier. Très gentil, je te remercie pour tes mots. Et merci pour ces partages d'histoire, et en tout cas j'espère que vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez apprécié entendre Fabien, tout comme moi j'ai apprécié, même si je l'apprécie différemment, mais en tout cas voilà, un grand merci à vous tous. Permets-moi de finir sur une dernière phrase qui est complètement en ligne avec ce que tu évoques. On dit toujours, quand un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle.
Donc, assurons-nous que nos livres soient partagés à tous avant qu'on s'en aille. Et ben, c'est le travail que j'essaye de faire à mon niveau, à mon humble niveau, tu vois, de poser mon petit truc là et de dire voilà, essayons de faire quelque chose de bien pour rendre hommage aux gens qui nous ont fait rêver. Et si je peux le faire avec des gens comme toi et d'autres par ailleurs, ouais, c'est un grand kiff. Voilà. Merci beaucoup Fabien, merci à vous qui nous avez regardé et écouté. On vous attend dans les chemins. Et voilà. Merci. Et on vous dit à très bientôt et d'ici là, kiffez très fort. Salut. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et que vous y avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre, comme des milliers de passionnés déjà, la communauté En roue libre sur Instagram. J'y partage les dernières news de l'émission, vous annonce les prochains invités et vous invite même à leur poser directement vos questions. Pensez également à soutenir En roue libre en vous abonnant, en partageant cet épisode autour de vous et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et enfin, pensez à vous abonner à la newsletter En roue libre que je suis en train de préparer. J'y partagerai très bientôt les liens vers les derniers épisodes et contenus relatifs à En roue libre. Et vous partagerez également les meilleures news à ne pas manquer. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.